Bonjour à tous, merci d'être venus ici dans ce lieu symbolique et prestigieux qui est le ministère de l'économie et des finances, cher à tous les Français puisque c'est ici qu'émerge la dynamique économique de notre territoire. Je remercie Bruno Le Maire qui a accédé à notre demande de mettre le ministre Lescure, qui nous a fait un petit mot qu'on va découvrir juste après. Je salue la presse, nombreuse et appréciée. Saluer les parlementaires qui ont assisté à notre huis clos juste avant, avec des échanges très intéressants autour de l'avenir de notre métier et la dynamique qu'on veut créer. Je remercie notamment ceux qui sont restés. Marta de Cidrac, qui a été la rapportrice sur la loi AGEC au Sénat et qui continue à suivre nos travaux. Et c'est vraiment un soutien et une écoute sympathique et permanente. Et puis Christelle Pétex, qui est députée de la Haute-Savoie. Antoine Bousseau, qui est le président de la Fédération Amis, Voisines et Cousines de la FNAD. Ils se sont mis aux places où je ne les ai pas vus. Le député Éric Alauzet, qui est député du Doubs, que je remercie d'être resté. Anthony Brosse, qui est le député du Loiret. Madame la députée des Hautes-Alpes. Et puis l'ensemble du conseil d'administration de Fédérec, qui est ici, représenté en force, qui va vous présenter les chiffres. Je voulais saluer aussi les permanents, les équipes de Fédérec qui sont mobilisées pour vous présenter cet événement tant attendu, qui sont les chiffres du recyclage. Pour ne pas faire trop long, puisque le temps est compté, je lance la vidéo que a eu la gentillesse de nous faire Roland Lescure, qui était pris ce matin, rien de moins qu'à l'Élysée, donc qui m'a laissé comme seul président pour diriger cette journée. Bonjour à toutes et à tous, et un bonjour particulier à François Escoffier. Je suis très heureux de vous accueillir aujourd'hui à Bercy, même si c'est à distance et en différé, pour cet événement annuel majeur pour l'industrie du recyclage. Vous le savez, la planification écologique est au cœur de la feuille de route de notre gouvernement. Et c'est une de mes priorités. L'industrie, comme j'aime à le dire, c'est 18% des émissions de gaz à effet de serre, 18% du problème, c'est 100% des solutions. Le développement de l'industrie du recyclage est un enjeu décisif pour accomplir nos ambitions écologiques. Les matériaux à faible empreinte environnementale, incorporant des matières recyclées, permettent la gestion responsable des ressources, favorisent le développement local et minimisent la consommation d'énergie et l'émission de carbone. La crise géopolitique que nous vivons bouscule nos certitudes, elle perturbe tout l'écosystème sur lequel la France et l'Europe se sont fondées ces 20 dernières années. Cette crise nous a fait prendre conscience que notre approvisionnement en matières premières peut poser difficulté, c'est le moins qu'on puisse dire. C'est pourquoi nous devons davantage économiser les ressources. L'accélération de notre agenda pour l'économie circulaire devient donc absolument stratégique. Cela met votre filière industrielle au centre du jeu. Notre objectif commun est très clair, faire de la France un leader mondial du recyclage. Le modèle du tout jetable, du fabriqué, consommé, jeté est à bout de souffle. Nous avons aujourd'hui l'opportunité de développer un nouveau pan industriel majeur sur l'ensemble du territoire. C'est la raison pour laquelle je travaille, en tant que ministre de l'Industrie, au développement en France d'une filière industrielle complète, du recyclage et du réemploi, que je veux être la première d'Europe. Nous avons un premier défi très concret, puisque vous le savez, la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire vise la fin du plastique à usage unique et un objectif de 100% de plastique recyclé ou recyclable d'ici la fin 2025, c'est demain. Les chiffres du recyclage que vous avez présentés montrent déjà les effets positifs de cette loi dite AGEC. Ils montrent aussi la marche qu'il reste à franchir pour atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés. Je porterai donc, avec ma collègue Bérangère Couillard, secrétaire d'État chargée de l'écologie, un agenda ambitieux pour sa mise en œuvre. Nous devons ensemble mettre en place de nouvelles filières REP et mobiliser l'ensemble de la filière industrielle pour les mettre en œuvre. Je compte sur vous. Nous avons les moyens de nos ambitions. La moitié des crédits de France 2030, vous le savez, est consacrée à la transition écologique. Et dans le secteur des matériaux durables, 4 domaines sont ciblés afin de répondre à une demande toujours plus importante. Les produits biosourcés, la recyclabilité, le recyclage et la réincorporation des matériaux, le recyclage des plastiques et enfin la mine urbaine. Certains d'entre vous ont déjà répondu et ont parfois, je m'en félicite, été retenus sur les premiers appels à projets France 2030. Le recyclage chimique des plastiques en fait partie.
À l'occasion du dernier comité de pilotage ministériel de France 2030, nous avons ouvert un second volet, le 24 octobre dernier, et d'autres suivront. Ces appels à projets ont vocation à se déployer tout au long du quinquennat pour soutenir votre innovation et le déploiement des nouvelles technologies. Saisissez-vous-en pour que les chiffres du recyclage progressent d'année en année dans le cadre du développement d'une filière industrielle d'avenir. Merci à tous et à toutes et bonne matinée à Bercy. À bientôt. On applaudit, non? Chers amis, je vais avoir des propos de paradoxe. Les chiffres qui vont vous être présentés sont des chiffres excellents pour notre activité, des années fabuleuses, suivant certaines matières. Mais en tout cas, sortant du Covid, c'était vraiment une année de rebond pour notre métier. Et puis, des marchés porteurs, beaucoup de demandes, une grande dynamique, avec les soucis qui sont les nôtres, qui sont ceux de toutes les entreprises, sur l'énergie, sur les ressources, le manque de personnel, les technologies qui évoluent, le législateur qui crée des nouvelles conditions, qu'on transforme avec une habitude assez certaine en opportunité. Je crois qu'on est le métier qui s'adapte le mieux à toutes les circonstances. Je rappelle que pendant le Covid, pour les gens qui ont des centres de tri, les mix produits ont complètement évolué et les entreprises ont complètement évolué dans leur méthode de tri, notamment des emballages ménagers. Une année avec des volumes importants, des cours hauts, pour plusieurs matières, mais aussi une année que je conclurai avec peut-être un sentiment de l'inquiétude. Voilà. Inquiétude par rapport à la place que prennent les REP dans nos activités. Inquiétude par rapport aux possibilités de continuer d'exporter les matières premières que nous fabriquons. Bien sûr que la satisfaction du besoin national. Alors les MPR, matières premières issues du recyclage. Je tiens à le repréciser. Donc nous n'exportons pas des déchets, nous exportons bien de la matière première recyclée. Et l'intérêt national est notre première préoccupation. Il n'y a pas une entreprise en France qui manque de matières premières issues du recyclage. Ensuite, l'excédent qui représente des emplois en France, c'est normal qu'il a gagné des parts de marché sur les marchés extérieurs et qui nous permettent, nous, Français, d'avoir plus d'emplois en France non délocalisables. Le mot REP, ce n'est pas un gros mot. 90% des REP se comportent correctement vis-à-vis de notre profession. Et puis, on a quelques lignes rouges qui sont franchies dans des méthodes déontologiquement qu'on dénonce avec douceur. Nos clients ne sont pas nos ennemis, qui s'appellent REP ou clients industriels ou collectivités, c'est plutôt nos amis, mais qu'il y a certaines méthodes qui sont franchement à dénoncer et nous le ferons sur les moyens qui sont les nôtres, c'est-à-dire d'un côté le législatif, d'un autre côté le judiciaire, d'un autre côté l'économie. C'est une année aussi d'espoir. On n'est pas au 31 décembre, mais c'est une année d'espoir aussi puisque nous lancerons notre École nationale du recyclage et de la ressource à l'homme. Je vous invite tous à répercuter cette magnifique école. C'est plutôt rare d'ouvrir une école spécialisée en France. Et puis, je vais conclure pour dire que Roland Lescure, les propos qu'il a tenus, puisqu'on a le même objectif, c'est-à-dire faire de la France, faire de l'économie du recyclage, la première économie d'Europe sur ce sujet-là. Olivier François, tout à l'heure, a fait un comparatif. Le poids du recyclage, c'est en France, en Europe, c'est l'équivalent du poids de l'acier. L'acier est très entendu, le recyclage un peu moins. Et c'est la politique de la main tendue que nous menons à Fédérec vis-à-vis des pouvoirs publics pour continuer à mieux se comprendre les uns les autres et qu'on n'entame pas des cycles d'incompréhension qu'il y a pu y avoir par le passé et qu'on ne souhaite pas revivre dans l'avenir. Donc on a de gros enjeux pour les années qui viennent. Vous savez qu'il y a la REP BTP, il y a la REP textile, il y a la REP VHU, il y a les emballages. Bref, sur tous les sujets qui concernent le consommateur, les entreprises de Fédérec sont aux côtés du législateur. Je rappelle que c'est toujours nous qui investissons, c'est toujours nous qui produisons, c'est toujours nous qui formons les emplois, qui formons les gens, qui créons les emplois, qui créons la richesse. Pour pas faire trop long, parce que ce qui est intéressant, c'est les chiffres, c'est pas le discours du président, j'appelle Manuel à la barre. Manuel. Bonjour à toutes et à tous. Et je voulais remercier aussi le président de la FEM et la presse qui est à distance. Donc on a un schéma Figital, c'est l'actualité. Donc une partie de nos amis qui nous suivent sur le distanciel.
Peut-être, Anne-Claire, je vous laisse lancer la présentation, voilà, puisque donc, je suis censé faire une introduction générale sur le secteur. Et donc, on a un petit support. Donc, l'idée, c'est que derrière, on ait les présidents de filière qui viennent témoigner et donc présenter plus en détail nos chiffres. Donc, le marché du recyclage 2021. Donc, on a souhaité cette année, voilà, les chiffres arrivent un petit peu tardivement, 2021, ils sont très bons, comme on l'a dit. Donner un peu plus de relief et une mise en perspective sur 3 ans, donc 2021, 2022, 2023, c'est une première. Hein. Bon, on n'est pas n'importe où, on est à Bercy, au ministère de l'économie, donc voilà, on a voulu resituer sur un cadre plus large pour l'ensemble des secteurs avec nos différents intervenants. Donc vous les avez à l'écran, donc ce sont les experts. Hein. Il y a un film aussi sur le sujet, mais voilà, ils sont ici dans la salle et donc ils vont prendre successivement la parole sur leurs différentes compétences. Bon, le président a fait un petit peu son mot d'introduction. Je pense qu'il a présenté déjà bien la fédération. Bon, elle est bien connue, hein, Fédérec, fédération historique qui représente le secteur, avec la défense bien sûr des intérêts de notre secteur, mais aussi la gestion de la convention collective et la relation avec les partenaires sociaux. Représentation donc dans les régions, voilà, donc 8 syndicats de région. Ça, c'est aussi une originalité de Fédérec, hein, c'est d'être présent dans les différents territoires et donc une proximité forcément avec les régions administratives et notamment l'agencement des plans régionaux de gestion des déchets. Les 12 filières, ça c'est aussi une marque de fabrique, hein, de Fédérec, des filières qui se sont rajoutées au fil des années, hein, notamment la REP sur la déconstruction automobile qui n'était pas une REP dans les fondamentaux. Et puis vous voyez un croisement de REP, j'allais dire matière, et de REP objet. Donc c'est aussi une particularité de Fédérec d'avoir à la fois cette vision par matière, par REP et par objet. Et puis bien évidemment, au-delà de ça, toute une série de commissions techniques et des commissions notamment de prospective, hein, sur la prospective innovation. C'est un écosystème Fédérec extrêmement riche, extrêmement agile, qui adresse l'ensemble des problématiques avec une interaction très régulière avec la Confédération européenne EURIC et avec l'organisation internationale, le BIR. Donc un sujet, je dirais, technique qui est déployé aux différentes étapes du national, de l'Europe et du monde. Donc pour aller rapidement maintenant sur la marge des affaires, donc on avait, je dirais, une entreprise, une année qui était anticipée plutôt bonne. De fait, elle s'est réalisée plutôt bonne à l'année 2021. Donc voilà, c'est un petit peu, ça c'est une habitude qu'on a, c'est d'interroger, je dirais, nos entreprises sur le marché des affaires et puis après ça on compare comment c'est appréhendé. Et ce que ça nous dit, c'est que globalement les entreprises appréhendent assez bien la situation et donc c'est un indicateur plutôt fiable. Sur la suite, donc en termes de méthode, donc on est un observatoire statistique, on a dans la salle et on le remercie Alain Tripier qui est notre statisticien chevronné qui nous accompagne depuis plusieurs années, qui nous a aidé à monter un petit peu toute cette méthode, avec derrière des questionnaires qui sont adressés à nos entreprises. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail de la technique, mais lui, il gère plutôt en direct les grands groupes et les grandes entreprises. Et puis des entreprises qui font un suivi téléphonique et par mail auprès de l'ensemble du secteur. Donc avec un taux de retour qui est plutôt satisfaisant. Et puis un lien permanent avec les observatoires régionaux de traitement de déchets. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a construit au fil des années. On a démarré avec l'observatoire en Nouvelle-Aquitaine et puis petit à petit, avec les différentes régions, on partage les données et ça, c'est quelque chose qui leur revient et donc qu'on partage avec elles. Voilà, donc après ça, une méthode où on traite un peu toutes ces données. Derrière, elles sont remises et partagées avec les experts et puis on arrive à ce temps où on est maintenant rendu, c'est-à-dire le partage des informations avec l'ensemble des acteurs et la presse en particulier. Voilà, donc si on veut donner quelques éléments sur la profession, donc 1200 entreprises, 2450 établissements classés pour la protection de l'environnement, et puis une représentation de Fédérec qui est significative en chiffre d'affaires qu'on estime aux alentours de 70% du chiffre d'affaires de la profession, même si toutes les entreprises n'adhèrent pas à Fédérec, elles sont largement représentées. Et donc plutôt une hausse cette année, donc en 2021, une progression. Donc c'est le rebond de l'après-Covid. Et donc on le retrouve dans les chiffres qui sont en progression sur 2021. Donc après ça, c'est un slide qui est intéressant où on voit en fait les activités qui sont présentes sur les sites. Donc on ne va pas regarder en détail, mais ce que ça veut dire, c'est que 58% des sites ont une activité de déchets métalliques. Donc voilà, faut le comprendre comme ça. Et donc, ce qui veut dire un peu plus de 4 activités en moyenne par entreprise. Donc voilà, c'est ce que ce support nous indique. Sur les performances donc environnementales, puisque c'est un atout forcément du recyclage, c'est l'économie de CO2, l'économie d'énergie. Et là, vous voyez donc les chiffres clés qu'on a traduits et les équivalences. Donc les économies réalisées grâce au CO2 qui représentent en particulier 94% des émissions du secteur aérien. Donc on a d'autres équivalences. Bien évidemment, vous avez tout ça dans le dossier de presse. Voilà, donc l'idée c'était de ne pas être trop long dans cette introduction, de laisser la parole à Serge Ponton. Bonjour à tous et toutes, enfin toutes et tous d'ailleurs plutôt. Merci président de cette très gentille introduction. Donc moi je ne vais effectivement pas vous parler de chiffres de volume, mais je vais vous parler d'emploi et de social,
puisqu'effectivement, c'est la mission qui m'a été impartie. Donc aujourd'hui, comme l'a dit Manuel, on a 2450 établissements qui représentent 32 600 emplois aujourd'hui dans la branche. Et la répartition, effectivement, c'est grosso modo 22% qui sont aujourd'hui salariés de 5 grands groupes nationaux, qu'on connaît tous, qui sont représentés au sein de la fédération. 13% de groupes régionaux. 13%, ça représente quand même un nombre d'emplois très important. Et ça représente effectivement ce lien entre les groupes et les PME qui représentent quant à elles 65% des entreprises et des sites. C'est un peu l'ADN de la fédération. Initialement, effectivement, il y avait beaucoup de petites entreprises de recyclage local et Fédérec a gardé cet ADN. Au niveau donc des emplois, comme l'a dit le président, effectivement, une très bonne année en matière de développement d'activité, avec mes collègues vous le diront, effectivement, des augmentations de volume sensibles. Qui dit augmentation de volume dit aussi augmentation de nombre d'emplois, puisqu'effectivement, on a quasiment 5% d'emplois en plus dans la branche. Je profite de ce slide pour rebondir sur ce que disait François tout à l'heure par rapport au lancement de l'EN2R. On se rend compte, et vous le verrez ensuite d'ailleurs sur le slide d'après, qu'on a une activité qui effectivement se développe. On recycle de plus en plus de matière, mais la technologie évolue. Donc nos emplois évoluent aussi. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a quelques années en arrière, on pouvait imaginer qu'on avait des emplois qui étaient à faible valeur technique ajoutée. Aujourd'hui, on a de plus en plus d'emplois qui sont de plus en plus techniques. D'où le besoin, pour ce qui nous concerne, de la création de cette école du recyclage qui effectivement va nous permettre de former des gens, de former du personnel spécifique pour nos métiers en pleine évolution. Nous ne sommes pas misogynes, puisqu'effectivement 25% des métiers sont aujourd'hui occupés par la gente féminine. Et contrairement à ce qu'on pourrait penser, pas uniquement des métiers administratifs, mais il y a aussi de plus en plus aujourd'hui de personnel qui effectivement travaillent sur nos sites, conduisent nos camions et travaillent au sein de nos activités de tri et de valorisation. 2 slides ensuite pour vous donner la répartition. Le premier à l'état brut, c'est-à-dire le nombre d'emplois par département, enfin par région, pardon, excusez-moi. On voit effectivement, c'est normal qu'on a une activité qui suit aussi beaucoup et qui se développe beaucoup sur les pôles industriels, puisque c'est effectivement là qu'on récupère un maximum de produits. Il corrobore un petit peu l'information, c'est-à-dire il faut lire ce slide avec en bleu le slide d'avant, c'est-à-dire le nombre d'emplois en milliers, en nombre de salariés. Et par contre, en orange, c'est la population de la région en centaines de milliers d'habitants. Donc en fait, pour prendre le premier, 5 650 emplois pour 14 580 000 habitants en région Île-de-France. On se rend bien compte effectivement que proportionnellement, on ne l'a pas fait apparaître sur le slide, mais proportionnellement, finalement, on est quand même très bien répartis sur le territoire. Voilà. On n'a pas de zone neutre et finalement, on suit relativement bien l'activité industrielle sur l'ensemble du territoire. Du coup, je vais laisser la parole à Manuel pour commenter la suite. Je vous remercie. Merci Serge, et on est très heureux de la prise de parole de Serge cette année. C'est une première, on innove beaucoup cette année. Classiquement, c'était les présidents de filière, mais voilà, on est très heureux qu'il puisse s'exprimer. Avant que tu passes la parole à quelqu'un d'autre, je voulais rappeler et remercier Serge Ponton comme Sylviane Troadec et leurs prédécesseurs. Historiquement, on a toujours eu des relations formidables, de bonne entente avec nos partenaires sociaux. C'est pas dans tous les métiers, pas dans toutes les professions, ce qui crée quand même une bonne dynamique et une bonne ambiance. Et je trouve que Serge, tu as très bien repris la commission sociale. On y travaille bien, on a des partenaires sociaux qui sont dans nos entreprises, dans nos métiers, et ils défendent nos entreprises. À tel point qu'ils ont compris certains dangers, ils soutiennent nos entreprises, ils soutiennent leurs entreprises. C'est assez important. Serge, je voulais le souligner parce que je pense que les journalistes qui couvrent tellement d'activités, tellement d'entreprises, tellement de situations ne doivent pas souvent retrouver la même situation où tout le monde est à l'unisson derrière sa profession. Voilà, et puis aussi on voulait saluer François-Michel Lambert, puisqu'on se faisait cette remarque avec François, donc qui nous a accompagnés de longues années, qui a été vraiment très, très à l'initiative et notamment donc ancien député, bien sûr tout le monde le connaît, et Alain Manœuvre qui a fondé l'Institut national de l'économie circulaire et qui continue à l'accompagner. Voilà, donc merci d'être avec nous ce matin. Alors maintenant, on essaie d'être un peu dans le concret et d'imaginer un peu ce qui rentre et ce qui sort de notre secteur. Donc là, vous avez en gros les matériaux qui alimentent l'industrie française et européenne. Donc voilà, en bas, les métaux ferreux. Donc vous voyez bien évidemment sans surprise une quantité importante et donc vous avez en face les matières premières qui sont produites. Donc voilà, une certaine symétrie forcément, une augmentation sur l'année 2021. Donc on a le cas particulier de la REP déchets du bâtiment, puisque là on a une connaissance d'un gisement théorique. On sait qu'on rentre des déchets du bâtiment, donc on a estimé la part d'inerte et donc la fraction donc, qui est préparée, qui bien évidemment retourne dans différentes applications dans le secteur du travaux public ou du bâtiment. Donc un chiffre d'affaires en hausse de 42%, donc c'est l'effet, je dirais, double de l'augmentation des volumes et de l'augmentation des prix.
Et je dirais les différents présidents de filière reviendront plus en détail sur les variations respectives. Mais enfin, c'est la première fois qu'on passe la barre des 10 milliards. Voilà, on se doute que ça va descendre sur l'année 2022, mais enfin, on peut noter quand même ce cap voilà, important. Derrière, sur les investissements, donc c'est un secteur, donc le président Escoffier en a parlé, et c'est extrêmement important, un secteur qui investit régulièrement dans l'outil de production. Alors vous avez dans le camembert, je dirais, les différents secteurs où on investit, nos représentants investissent dans l'outil de production, dans les infrastructures, dans le transport, évidemment. Donc voilà, de manière récurrente, toujours autour de 500 millions d'euros régulièrement investis, donc à peu près 5% du chiffre d'affaires investi par la profession. Voilà, et puis maintenant on va passer la parole à José De Azevedo, donc voilà, nouvellement élu président de Fédérec Métal, donc qui nous arrive de la région bordelaise, et donc on lui laisse présenter les chiffres sur l'activité chez Métallique. Merci, bonjour à tous et à toutes. Donc oui, effectivement, la filière métal représente un joli morceau de recyclage. Effectivement, on a brassé 12 900 tonnes et donc une augmentation en 2021 de plus de 15%. Cela est dû donc déstockage et après Covid, comme on a expliqué tout à l'heure, et augmentation des prix. Ils ont passé une barre symbolique des 300, donc voilà, il y a eu vraiment une augmentation. Et le tonnage vendu, donc 12 255 000 tonnes. Ensuite, les problématiques qu'on a eues, c'est vrai qu'on a rencontré, c'est vu qu'il y a une forte demande et des usines, il y a eu un peu de transport qui n'était pas là. Il manquait de chauffeurs. Après, sur le fret maritime, il y a eu une légère augmentation en fin d'année, donc c'est vrai que ça avait des conséquences. Alors les matières recyclées, elles proviennent de sites de récupération, donc c'est des achats détail. Donc achats détail, c'est des particuliers, des artisans qui viennent livrer leurs petites remorques, des collectivités, donc des déchetteries. On a 19% d'usines. Alors usine, on veut dire que c'est qu'on pose des bennes et on va chercher, donc récupérer la matière, de VHU et démolition industrielle. Alors toutes ces ferrailles arrivent sur nos sites, elles arrivent en vrac. Il faut bien sûr trier, recycler, revaloriser les matières. Donc parce que derrière nous, on a nos consommateurs, les usines, les fonderies, qui elles ont un cahier des charges bien spécifique. Donc il y a des matières qui vont passer dans des cisailles et d'autres matières qui vont passer dans des broyeurs. Donc c'est deux choses différentes. Et effectivement, on retrouve donc sur les ventes des ferrailles broyées. Donc des ferrailles broyées, c'est des ferrailles qui sortent de broyeurs. On a 39%. Il faut savoir sur ces ferrailles broyées, on a 70% de matière ferraille. Et ensuite, on a 30% où ça représente grosso modo 25% de métaux qu'on retrie. On enlève vraiment tout ce qui est métaux, cuivre, alu, inox, 5% de métaux à trier et 25% qu'on appelle le refus ferraille. Alors le refus ferraille, c'est le déchet qu'on peut trouver dans les VHU, dans les mousses, dans tout ce qui est déchetterie qu'on passe au broyeur. Et là-dedans, quelques recycleurs réussissent aujourd'hui, vu que les coûts de décharge étaient très élevés, on réussit à enlever des matières qui sont recyclables, c'est-à-dire que les 25% des ferrailles broyées, là, des déchets, on arrive à recycler, on sort des métaux, du plastique, des cuivres, etc. Il faut savoir aussi il y a quand même, comme je disais tout à l'heure, beaucoup d'investissements sur des cisailles, sur des broyeurs. On travaille aussi sur des sites ICPE, donc c'est des installations classées pour la protection de l'environnement, donc c'est pas des chantiers sur la terre ou quoi que ce soit. La répartition, donc on a fait un chiffre d'affaires en 2021 qui a fait plus de 60% par rapport à 2020. Mais les conséquences, c'est bon, qu'on a eu l'augmentation, la hausse des prix, tout ça qui a fait que il y a eu une augmentation. Les enjeux 2022, il y a eu, pareil, ça va dans le bon sens. On va dire que je pense qu'on va faire une année qui va être bonne. Bon, après, il y a le coût de l'énergie qui fait que certaines usines ont fermé, donc ça ralentit les livraisons. Perspective 2023 aujourd'hui, avec tout ce qui peut se passer sur la guerre d'Ukraine, l'énergie, l'augmentation. Aujourd'hui, j'ai pas de visibilité. Merci José, merci. Donc on accueille Thierry Cochet, donc sur les métaux non ferreux, donc pareil, nouvellement élu au mois de juillet, qui a rejoint récemment le conseil d'administration de Fédérec. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc, je vais vous parler du marché des métaux non ferreux qui a été particulièrement actif en 2021 et 2022, tant sur la volatilité des cours que sur la forte demande de la part des consommateurs, que sur des volumes qui ont été conséquents. Le volume collecté en 2021 pour les métaux non ferreux a été de plus de 2 millions de tonnes, soit une hausse de 21% par rapport à l'année d'avant. Les principales sources d'approvisionnement ont été l'achat au détail, c'est-à-dire les particuliers, les artisans, les achats au livre de police qui ont représenté 41% de l'achat total. Ensuite, vient les chutes de production en usine. Chaque usine produit, fait des déchets et cela représente pour les métaux non ferreux 21%. Ensuite, les déchetteries. L'apport des déchetteries sur les métaux non ferreux est de 9%. Les démolitions industrielles représentent 7% et les métaux non ferreux issus du broyage représentent aux environs de 6%. Donc des volumes qui sont en hausse
et principalement avec la hausse des prix. Car pour les métaux non ferreux, nous sommes très liés au cours du London Metal Exchange, le LME, qui a vu en 2021 et 2022 des cours qui se sont fortement élevés. À titre d'exemple, en janvier 2021, le cuivre est passé de 6 500 € la tonne à plus de 9 500 € la tonne. L'aluminium est passé de 1 500 € la tonne à 3 200 € la tonne. Pour le plomb, pareil, on a eu de fortes hausses. On est passé de 1 600 € la tonne à 2 200 € la tonne. Quant au nickel, ça a été assez extraordinaire puisqu'on est passé en janvier 2021 d'un cours de nickel à 13 000 € la tonne à plus de 100 000 $, allez, 80 000 € en mars-avril 2022. Donc des hausses qui ont été très très fortes, ce qui a permis d'avoir des courbes et des prix d'achat et de vente beaucoup plus élevés, et ce qui nous a permis de collecter beaucoup plus de tonnes. Donc c'est la raison pour laquelle on a eu cette hausse de 21% d'augmentation sur les cours. Donc sur le slide 2, le chiffre d'affaires pour les métaux non ferreux en 2020 avoisinait les 2,5 milliards pour atteindre les 4 milliards en 2021, soit une hausse de plus de 60% sur le chiffre d'affaires. Alors il y a eu effectivement, ce chiffre d'affaires a été constitué d'une augmentation importante des métaux non ferreux en volume et également au niveau des prix. Voilà, sur le slide 3, on peut voir un petit peu la volatilité du cours. On a mis comme exemple l'aluminium, comme je le disais, qui a eu une forte hausse en 2021-2022 et l'évolution du cuivre également qui a été très importante. Ce qui fait que le chiffre d'affaires de la région, de l'activité métaux non ferreux a été très élevé. On peut parler effectivement de l'aluminium. L'aluminium, donc comme on l'a dit, il y a eu une très forte demande de la part des consommateurs. Les consommateurs ont voulu beaucoup de tonnes et il était très facile pour les recycleurs de demander des hausses de 20, 30, 40 € la tonne à chaque fois que l'on prenait un contrat. Si bien qu'on est passé sur des allumés à des prix de vente, un produit basique, on est passé de 900 € la tonne à 1 800 € la tonne très rapidement. Ces chiffres n'ont cessé de croître. Et la demande a été très importante, que ce soit en France, chez les consommateurs français, mais en Europe et également en Asie. Et puis ensuite, pour l'aluminium, on a connu un deuxième phénomène qui a été la crise en Ukraine, sur lequel l'Ukraine était producteur de faisceaux électriques pour l'industrie automobile. Et l'industrie automobile a connu donc un ralentissement du fait d'avoir une pénurie de certains composants pour la production de voitures. Si bien que la demande de l'aluminium a été moins forte et donc on a vu à ce tour des baisses sur l'aluminium. Donc en fait, l'année 2021 et 2022, on a connu de très fortes hausses, beaucoup de demandes de la part des consommateurs, beaucoup de volume. Et puis avec la crise en Ukraine, la situation s'est quelque peu retournée. Et là, on a vu moins de demandes et donc forcément sur un marché qui est soumis à l'offre et à la demande, moins de demandes a indiqué moins de hausse et une baisse sur les prix. Sur les inox, ça a été la même chose. On avait une très grosse demande en 2021, des volumes très importants du fait des prix qui étaient élevés, puisque sur les inox, on est passé de prix de vente à environ 1 000 € la tonne à plus de 2 200, 2 300 € la tonne. Si bien que beaucoup de volumes sont sortis, des stocks historiques sont sortis, les récupérateurs avaient des stocks inox, des usines avaient des stocks inox qui se sont débarrassés. Donc on a eu énormément de volume. Et puis ce qui s'est passé avec les inox, cette hausse très rapide du nickel qui est arrivée à pratiquement 100 000 $. C'était la première fois que ça arrivait. Les cours du LME ont été interrompus, tout simplement parce qu'il y avait une hausse qui n'avait plus de sens sur la valeur du nickel. Donc en fait, les contrats sur les inox ont été rediscutés puisque les aciéristes ne voulaient pas acheter des inox basés sur 100 000 $. Donc des contrats ont été annulés, ont été rediscutés, voire reportés. Et ensuite, les aciéristes ont décidé de ne plus se baser sur le nickel pour les achats inox, mais de passer à un système d'achat en spot et à faire des enchères inversées. C'est-à-dire moins vous vendiez cher et plus vous aviez de tonnes en contrat. Donc voilà un petit peu le marché qui a été très chamboulé sur tous les métaux non ferreux. Alors j'ai parlé de l'aluminium, j'ai parlé des inox. On pourrait parler du cuivre également qui a atteint un niveau historique à 9 500 € la tonne. Le phénomène est le même que ce soit l'aluminium, les inox, le cuivre, le plomb, le zinc, les batteries. Voilà, on a eu un petit peu le phénomène sur tous les métaux. Très forte demande, très grande augmentation des prix et puis ensuite un retrait depuis la crise en Ukraine. Pour les perspectives 2023, c'est très difficile à dire. Pourquoi ? Parce que cette augmentation de l'énergie, donc tous nos consommateurs doivent faire face à une hausse de leur coût de production
Un affineur disait par exemple que sa facture d'électricité était passée de 100 000 € par an à plus de 1,2 million par an. Et heureusement qu'il avait couvert le gaz, puisqu'autrement, sa facture de gaz serait passée de 200 000 € à 2 millions d'euros. Donc, de gros coûts de production. Donc, certains consommateurs parlent de suspendre leur activité, voire de fermer temporairement. Alors, on pourrait se dire, s'il y a moins de consommateurs, il va y avoir moins de demandes et moins de prix. Effectivement, ça peut être une des possibilités. Une autre possibilité, c'est que du fait du ralentissement économique, il y a moins de déchets. Et donc, on s'aperçoit depuis une dizaine de jours des hausses de prix sur les métaux non ferreux, que ce soit en aluminium, en inox et d'autres produits, parce qu'il y a moins de volume et il y a une pénurie de déchets, donc de produits pour nos clients. Donc voilà, une période qui arrive qui est très incertaine avec l'activité économique, mais difficile de faire des prévisions pour 2023. Voilà. Merci. Alors, un petit focus sur la partie des 3E et des constructeurs automobiles. Donc, on l'a dit en introduction, voilà, c'est des déchets qui ont un fort contenu métallique. Donc, c'est pour ça qu'on les a mis à ce moment-là. Voilà, donc une filière, je dirais, des 3E maintenant extrêmement mature. Donc, vous avez aujourd'hui l'origine, un peu la répartition par volume. Un grand volume issu du gemme hors froid, pardon, les machines à laver classiquement, les machines à laver. Le gemme froid qui vient derrière sur le gros électroménager hors froid. Et puis, le gros volume, là, 32%, le PAM, petits appareils en mélange. Et puis, vous avez les écrans au milieu, puis les autres types de flux. Et ce qui commence à arriver petit à petit, c'est les panneaux photovoltaïques, donc qui rentrent dans le cadre des déchets électriques et électroniques. Donc voilà, filière assez mature, un taux de collecte qui n'est pas encore tout à fait à l'objectif attendu, mais qui est globalement en bonne performance. Sur la partie de la déconstruction automobile, donc là, on a un réseau de plus de 1600 centres agréés. Bonne année de collecte, environ 1,6 million de véhicules hors d'usage, donc un peu plus de 1,8 million de tonnes. Et voilà, donc une filière qui est une des meilleures d'Europe, puisqu'elle dépasse les taux de recyclage et de réutilisation qui ont été demandés par la directive européenne, et pareil sur le taux de valorisation. Et donc une filière qui maintenant attend, je dirais, l'émergence de la responsabilité élargie du producteur. On verra comment s'organise. Un des objectifs, c'est de diminuer la filière illégale. C'est l'enjeu de cette filière principalement. Puis donc derrière le deuxième enjeu, ça va être le recyclage des véhicules électriques et électroniques, bien sûr. Le développement du réemploi, ça a été souligné par le ministère de l'écologie ce matin. Un des enjeux de la loi AGEC, c'est de renforcer le réemploi et la réparation. Donc voilà, c'est un des accélérateurs qu'on aura en particulier sur cette REP-là et qui est un bénéfice pour nos entreprises, tant au niveau écologique que économique. Juste avant, Stéphane, je voulais préciser que Tess Podzi et Jean-Pierre Labonne seront à disposition pour répondre aux questions. Après, Tess, tu voulais parler maintenant ? Oui, bonjour à tous, Tess Podzi pour la filière des 3E. Simplement pour dire en quelques mots nos enjeux à venir, parce que je pense que c'est important. La filière des 3E au sein de Fédérec, elle est importante pour beaucoup d'entreprises, beaucoup des adhérents de Fédérec ont des contrats avec les éco-organismes. Et simplement, je voulais évoquer deux enjeux. Donc, la filière qui a fait l'objet depuis cette année d'une nouvelle période d'agrément. Donc, les objectifs de la filière au niveau français ont été entièrement revisités. Les éco-organismes sont agréés pour une période de 7 ans jusqu'en 2027. Avec une part du réemploi qui va prendre une place de plus en plus importante. Donc, disons une inquiétude aussi des adhérents sur la part que va représenter cette activité par rapport aux activités de recyclage. Donc, c'est plutôt une zone de flou à ce jour. On ne sait pas trop à quoi s'attendre. Et on a surtout, à partir de 2023, la révision de la directive européenne qui va s'enclencher. Donc là, nous avons contribué à l'appel à contribution lancé par la Commission en octobre. Donc voilà, c'est important parce que, comme la filière VHU, on a le cadre européen qui va vraiment profondément être remis en question, alors qu'au niveau français, de nouveaux objectifs viennent d'être fixés. Donc on est souvent dépendant d'une surtransposition aussi d'une réglementation française qui va au-delà de la réglementation européenne et qui nous place dans une situation de concurrence déloyale sur certains marchés à l'encontre de nos confrères dans les autres États. Voilà. Et je pense que comme les autres filières, on sera aussi très vigilant en relation avec les éco-organismes. On a de nouvelles instances de gouvernance, les comités des parties prenantes et les comités techniques et opérationnels qui sont mis en place. Et on va s'attacher au niveau de Fédérec à ce que le rapport de force soit équilibré, ce qui n'est pas toujours le cas pour notre métier. Merci. Je te laisse la parole, Stéphane. Oui, merci. Donc le format qui était prévu, vous avez vu, on essaie de maintenir un rythme et c'est beaucoup d'informations, donc il y a des gens plus ou moins spécialisés dans la salle, mais par contre voilà, on a tenu ce que les présidents de filière soient tous à votre disposition de la presse ou des parlementaires pour répondre à des questions, mais voilà, c'est pour ça qu'on a un format assez rapide, donc je ne sais pas si Jean-Pierre tu veux dire un mot avant que Stéphane continue sur le... Merci, très court. Je remarque en fait le VHU,
C'est un peu le baromètre de Fédérec. VHU en termes de tonnage, c'est 10% comme ça du tonnage ferreux, non ferreux. Enfin, il y a eu une évolution très forte jusqu'en 2020, avec un pic en 2019 à 1,7 million de véhicules sans la filière illégale, qui est de l'ordre de 500 000 véhicules. Depuis, un ralentissement, une retombée. Donc, on parlait tout à l'heure de baisse de déchets. On assiste à cette baisse dans le VHU. Donc, ça, c'est le premier phénomène. Deuxième phénomène, on va vers le réemploi. Et on sait que toutes les activités de Fédérec seront de plus en plus sollicitées vers le réemploi. Et on est très content dans la filière VHU d'avoir un peu mis le pied à l'étrier, comme ça, c'est la notion du réemploi. Un troisième aspect, c'est l'arrivée du véhicule électrique qui pose problème quant à la rentabilité, quant à l'appartenance de la batterie. Ça pose beaucoup de soucis à la filière. Et le dernier, c'est la REP, où on voit, comme dans beaucoup d'autres éco-organismes, pour le VHU, on voit donc non pas un éco-organisme, mais on va arriver des systèmes individuels. C'est-à-dire que chaque constructeur agréera ou non les centres VHU qui sont aujourd'hui agréés par des normes, on va dire, administratives et techniques. Demain, ces centres seront complètement soumis à des contrats avec les systèmes individuels. Et on s'inquiète de savoir que le produit, finalement, dans 10 ans, certainement, tournera en boucle fermée entre le metteur en marché, en l'occurrence le constructeur, et le constructeur avec un produit, entre guillemets, consigné en fin de vie. Voilà ce que je voulais juste ajouter sur l'activité VHU. Merci. Merci Jean-Pierre. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Je suis Stéphane Panou, je suis le président de la filière papier-carton Fédérec qui représente, c'est important de le souligner, 430 PMI, PME indépendants. Comme tous les ans, nous rappelons que notre métier consiste à collecter les papiers-cartons, les trier et produire des matières premières du recyclage pour approvisionner l'industrie papetière. Je vais vous présenter l'évolution des tonnages, des prix, puis des tendances et des perspectives. Les tonnages, en 2021, le tonnage des papiers et cartons triés et mis sur le marché a connu une très forte croissance, plus 9% par rapport à 2020, après plusieurs années de baisse, moins 6,4 en 2020, moins 2,5 en 2019, moins 4,6 en 2018. Le volume global collecté recyclé en 2021 a été de 6 874 000 tonnes. Le taux de récupération est en hausse par rapport à 2020, c'est important de le souligner, soit 81,6% versus 78,8% en 2020. Donc c'est une progression de 3%, avec une performance, c'est aussi important de le souligner, supérieur au taux européen qui est de 71,4%. Sur le volume total des papiers et cartons, la collecte sélective des déchets ménagers est légèrement en baisse, de l'ordre de 3% par rapport à 2020, soit 1 649 000 tonnes par rapport à 1 705 000 tonnes en 2020. Le tonnage issu de la collecte sélective des ménages représente 24% du total, soit 25% du carton et 50% des papiers. Voyons plus en détail l'évolution respective des flux de carton et de papier de recyclage. L'activité de recyclage des emballages carton, qui représente 77% des tonnages collectés, a connu une forte hausse de 11% par rapport à 2020 en 2021, avec 5 294 000 tonnes contre 4 770 000 tonnes de carton collectés triés. Pour rappel, en 2020, les emballages collectés et triés baissaient alors de moins 0,5%, très légère baisse, mais une baisse quand même par rapport à 2020. Cette explosion de l'emballage carton est tout autant due à la hausse de la consommation du carton industriel, boostée par la reprise de l'économie et par le e-commerce, qu'à celle de l'emballage carton issu de la collecte sélective. Le carton issu du e-commerce représente 4 300 000 tonnes collectées recyclées en 2021, alors qu'il y a un peu plus de 1 million de tonnes concernant l'emballage carton issu de la collecte sélective. L'activité de recyclage des papiers graphiques, qui représente 23% des tonnages collectés, a connu une légère hausse de 2% avec 1 580 000 tonnes collectées recyclées contre 1 549 000 tonnes en 2020. Ce qui dénote d'ailleurs d'un effort de collecte et de tri remarquable compte tenu de la diminution constante du gisement de papier graphique depuis plusieurs années. Situation de la filière de recyclage des papiers cartons en France. La consommation de fibres de recyclage par les papetiers implantés en France a été de 5 249 000 tonnes en 2021 contre 4 942 000 tonnes en 2020. La France manque toujours de papeterie consommatrice sur son territoire avec un excédent net de 1 625 000 tonnes. C'est 24% de ce qu'on le collecte. C'est un papier carton sur 4, ce qui rend notre pays très dépendant des marchés internationaux. Sur les 6 874 000 tonnes vendues en 2021, 60% l'ont été en France, 35% en Europe et 5% hors UE. Un chiffre d'affaires en hausse, comme un peu toutes les autres filières. Le chiffre d'affaires de la filière a connu une forte hausse de 95%. Elle est estimée aux environs de 1 milliard d'euros en 2021 contre 540 millions en 2020. Cela s'explique par l'augmentation des volumes et principalement par la forte augmentation des cours des papiers cartons en 2021 qui a simplement accompagné l'augmentation des prix de vente des bobines des papiers cartons
dont a bénéficié également l'industrie papetière. Les perspectives 2022, une année un peu de tous les défis, on va dire que la filière est restée sur sa lancée au premier trimestre 2022, dans la prolongation de l'année 2021, avec une demande soutenue pour toutes les matières, avec des prix de vente assez stables, voire en hausse. En revanche, la conjoncture s'est montrée nettement plus défavorable au deuxième trimestre 2022, je dirais même plutôt au deuxième semestre 2022. La guerre en Ukraine a entraîné une hausse des coûts des matières premières et de l'énergie qui a frappé la filière papier-carton en France et dans toute l'Europe. À ce phénomène conjoncturel s'est ajoutée la baisse structurelle de la consommation du papier graphique, victime de la digitalisation et de la désindustrialisation. La fin de l'année sera indéniablement marquée par des difficultés d'écoulement. Pourtant, malgré ce contexte défavorable, l'industrie du recyclage continue de s'affirmer comme une filière d'avenir qui sait relever les défis d'aujourd'hui et demain. Le secteur s'est en effet très bien adapté aux nouveaux modes de consommation, de la production de carton pour répondre aux besoins du développement du e-commerce à l'effervescence autour de l'emballage papier-carton. Conséquence logique des restrictions sur le plastique à usage unique. Conjoncture 2023, une adaptation nécessaire à la crise de l'énergie et à de la consommation. Pour faire face aux besoins, de nouvelles usines de carton vont se créer en 2023, en Europe et également en France, ce qui est une première. 1 million de tonnes de carton issus du recyclage vont être nécessaires pour alimenter 2 nouvelles machines, d'ailleurs auparavant produisaient du papier, et qui verront le jour dans quelques mois. À moyen terme, les perspectives sont peu favorables à la filière. Entre une crise de l'énergie qui ne faiblit pas en cette fin d'année 2022 et un conflit en Ukraine qui semble s'enliser, en conséquence, la consommation et les commandes des papetiers sont en baisse, couplées à une baisse des prix de vente des papiers cartons à recycler également. Pour vous donner une idée, depuis le mois d'août dernier, le prix de vente des cartons en particulier a été divisé par 3. Il est donc essentiel que l'exécutif engage en 2023 des mesures pour soutenir le savoir-faire de notre filière du recyclage des papiers cartons, pilier de l'économie circulaire. Merci pour votre écoute. Merci. Bonjour à tous. Filière plastique. Alors, 2019, une année plutôt morose, en baisse de 4% sur les volumes par rapport à l'année précédente. Chiffre d'affaires, j'en parle pas. 2020 se redresse largement, avec une augmentation de tonnage assez importante, puisque pour la première fois depuis toujours, en fait, on a passé la barre des 1 million de tonnes de plastique collecté et recyclé. 1 042 000 exactement, par rapport à une année précédente de 922 000. Donc une augmentation qui n'est pas négligeable, plus 13%, et qui nous amène à penser que on était parti sur la bonne route et que ça allait très très bien se passer sur les années à venir. Cette hausse de 13%, elle s'explique majoritairement par deux raisons. La hausse des prix, forcément, qui entraîne naturellement un besoin d'aller chercher des matériaux. Et la deuxième raison, à n'en pas douter, c'est tous ces efforts qui ont été réalisés depuis des années au niveau de nos professions, mais également au niveau législatif, réglementaire, de pousser à l'incorporation des plastiques recyclés dans la fabrication de plastique neuf. Ça a eu un effet, il ne faut pas le négliger, qui a entraîné une dynamique, et cette dynamique, on l'a vu vraiment en plein effet en 2021, qui continue depuis et qui est très bénéfique à nos métiers. Deux sources de gisement, la collecte sélective, l'emballage de collecte sélective et l'industriel. On voit que la collecte sélective tient plutôt bien sa progression, elle est aujourd'hui à plus d'un tiers, on est à 36% du gisement global qui provient de la collecte sélective et 64% qui vient de l'industriel. Ce qui est intéressant, c'est de voir qu'en 2016, j'ai repris un peu l'historique, on était à 29% sur la collecte sélective. Donc en 6 ans, on est passé de 29 à 36%. On voit que la collecte sélective continue à tenir sa lancée et a priori n'est pas forcément prête à s'arrêter tout de suite, même si on arrive quand même à un objectif qui était l'extension des consignes de tri, tout ce qui a été mis en place est aujourd'hui quasiment actif partout. Donc les prochains seuils vont être un peu plus difficiles à faire, mais néanmoins, on est quand même sur cette répartition à bon tiers collecte sélective, de bon tiers industriel. Forte progression, donc on le voit sur la collecte sélective, plus 16%, c'est plus 50 000 tonnes sur rien que ce domaine-là. Donc voilà, c'est important de dire que les efforts menés amènent à ces résultats. Alors après, sur la catégorie des plastiques recyclés, on reste toujours sur la plus grande résine, la plus collectée, c'est toujours le polyéthylène. Avec son dérivé, le polypropylène, c'est vraiment la grosse majorité. Et essentiellement dans l'emballage, puisque l'emballage restera de loin le premier gisement de plastique. Donc on continue à progresser énormément sur ces matières-là, c'est normal. J'ai envie de dire parce que c'est des résines qui sont facilement recyclables, qu'on sait bien traiter, qu'on sait bien collecter et qu'on sait bien réutiliser derrière et pour lequel il y a une forte demande de la plasturgie. Mais on a vu apparaître de plus en plus, encore une fois grâce aux encouragements qu'on a faits, c'est-à-dire d'essayer de réduire la proportion des plastiques complexes, des plastiques un peu compliqués. On est allé expliquer aux industries et notamment à la grande consommation, à la grande distribution, que s'ils pouvaient se concentrer sur des plastiques facilement recyclables, je reviens sur mes résines de polyéthylène et de polypropylène, ça serait plus facile. Donc ces deux-là, plus une qui a beaucoup émergé dans l'emballage, c'était le PET. On est maintenant très axé sur ces trois résines-là. Et on voit qu'elles progressent fortement, ces trois résines-là, et un petit peu moins sur les autres
résines plus ou moins complexes, les PMMA, enfin tout ce qui est résine complexe. Néanmoins, on en voit un qui commence à aussi un peu sortir du lot avec sa petite proportion, mais c'est le polystyrène. Le polystyrène, on était à 3%, il monte à 4%. Ça paraît faible, mais c'est plus 10 000 tonnes sur une année sur un matériau qui était considéré un peu en retard. La répartition des ventes de ces produits plastiques, en 2020, 47% en France, 48% en Europe, 5% à la grande exportation. On a vu un basculement en 2021, c'est-à-dire qu'on s'est un peu regroupé sur les usines de proximité. On a plus vendu en France qu'à l'étranger. C'est une bonne nouvelle. Et ça, c'est un peu l'implication depuis 2018. On a eu China's Band en 2018, toute l'Europe qui s'est un peu remise en question et a dit il faut que j'arrête d'exporter, il faut que je me reconcentre un peu chez moi. Et donc, je vais créer des usines et des entités chez nous. Ça fait aussi partie des plans d'investissement supportés par l'ADEME, etc., qui fait qu'on a créé des usines et des installations près de chez nous, de favoriser la proximité. La France en premier, l'Europe en deuxième. On voit bien cette progression, elle est très claire, 54% en France, qui a clairement pris sur le marché européen. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Continuons comme ça, c'est plutôt bien. Le chiffre d'affaires de la filière, on est tous dans la même situation en 2021 par rapport à 2020. J'entendais Stéphane qui parlait de 90% d'augmentation du chiffre d'affaires. Nous, on est autour de 80% sur le plastique. Clairement, les plastiques ont été multipliés par 3 sur certains, en tout cas. On a atteint des prix jamais atteints sur des plastiques. On a passé la barre des 1 000 €. Pour la première fois dans le marché du recyclé que je connais, parler en euros le kilo, ce qui n'était jamais arrivé. Voilà, ça a redescendu depuis, mais voilà où on en était. Et ça, c'est dû effectivement, ce que j'ai dit tout à l'heure, à la pénurie de matière, à cette énorme demande qu'il y a pu avoir sur le recyclé, qui a largement dépassé le rapport vierge-recyclé, puisque aujourd'hui, certains matériaux recyclés étaient quasiment au double du prix d'un granulé vierge, ce qui n'est jamais arrivé. Tout ça est en train de se rééquilibrer. On est dans des phases de rééquilibrage, mais on a des grandes fluctuations sur ces matériaux-là. Donc, chiffre d'affaires de 260 millions d'euros, en hausse de 89%, du fait de l'augmentation des tonnes collectées et de la meilleure valorisation de ces produits-là. Voilà. Les enjeux 2022, on a suivi 2021 sur le premier semestre. On était dans la même tendance, on s'est dit encore une année extraordinaire et tout a commencé à s'écrouler, j'ai envie de dire petit à petit. L'acier a commencé au premier trimestre, le carton du premier semestre et nous également au cours de l'été, le plastique a commencé à s'écrouler. On avait une première tendance vraiment suivie du fait de tous ces encouragements qu'on avait eus. Et voilà, et maintenant on suit l'économie mondiale, le plastique vierge a rebaissé, il est en train de se rééquilibrer avec le plastique recyclé. On est dans une logique de rééquilibrage, j'ai envie de dire, sur cette fin d'année 2022. Et donc les perspectives 2023 pour nous, c'est oui bien sûr ça semble plutôt terne, oui bien sûr ça semble même très noir, mais peut-être un peu plus optimiste que ça. Pourquoi ? Parce que quand je vous disais tout à l'heure qu'on a beaucoup investi en France et en Europe sur nos usines, j'ai envie de dire on a les moyens de tenir aujourd'hui, plus qu'il y a 3-4 ans. On a beaucoup plus les moyens de tenir avec nos usines et voilà. Aujourd'hui il y a beaucoup de produits qui viennent de l'étranger pour venir dans nos usines ou dans les usines européennes parce qu'il n'y a plus de place à l'extérieur. Mais en fait, voilà, avec les relations qu'on peut avoir avec nos usines et la consommation dont ils ont besoin, on peut se dire qu'on peut tenir quelques temps. Donc j'ai envie de toucher du bois, j'ai envie de me dire si on arrive à tenir quelques temps, quelques mois, on arrivera bon an mal an à évacuer les stocks de nos usines de tri et pouvoir consommer nos produits. Et une fois l'équilibre fait sur la finance, sur le prix des matériaux, tout ça va se rééquilibrer, j'espère, sur le premier semestre 2023. J'ai peut-être oublié de parler un petit peu des REP et de l'incidence des REP et de ce que ça implique pour nous, mais comme François en a beaucoup parlé tout à l'heure, je leur laisserai la parole. Voilà, ça a forcément une incidence pour nous, notamment dans l'emballage. Aujourd'hui, Citeo prend une partie des gisements qui étaient jusqu'à présent considérés en tri chez nous. Voilà, ce sont des matières qui nécessitent des investissements, qui sont dans nos métiers. Merci à tous. Merci Christophe. Jean-Pierre Lutringer, voilà. Bonjour à tous, Jean-Pierre Lutringer, président de la filière Frédéric Valordec, en charge des combustibles solides de récupération, des biodéchets et des déchets de bateaux de plaisance et de sport. On va s'intéresser en particulier aux CSR, combustibles solides de récupération, et aux biodéchets. Les CSR sont produits à partir de déchets non valorisables, donc on commence par un petit slide, un petit focus sur les déchets non dangereux en mélange. Ce sont près de 12 millions de tonnes qui ont été collectées par les opérateurs privés de la gestion des déchets. Ces 12 millions de tonnes comprennent toutes les bennes de tri 5 flux, 7 flux, donc 7 flux depuis 2021 avec l'arrivée des fractions minérales et du plâtre. Et puis en 2025, ça sera le 8 flux avec le textile. Ces 12 millions de tonnes donc, sont collectées également dans des bennes en mélange et concernent également tous les déchets résiduels. Alors, comment se transforment nos opérations de tri sur nos plateformes
permettent de d'orienter ces déchets vers de la valorisation matière à hauteur de 32%, ce qui représente 3,8 millions de tonnes, vers des opérations de valorisation énergétique et fabrication de CSR à hauteur de 15%, ce qui représente 1,8 million de tonnes. Mais il y a toujours plus de la moitié, 53% de ces tonnages, donc 6,4 millions de tonnes, qui sont toujours fléchés vers l'élimination, installation de stockage de déchets non dangereux et incinération sans valorisation énergétique. La loi AGEC pousse vers cette réduction de l'enfouissement et de l'élimination, avec bien sûr des limitations, des fixations de seuil pour interdire à certaines qualités de déchets d'être orientés vers les installations de stockage. Et il y a des enjeux en 2022 qui ont commencé en 2022 avec des expérimentations justement qui visent à limiter donc toute la partie en enfouissement. Pour faire le lien directement avec la slide suivante, ce sont donc les déchets, les CSR. Nos industries croient en la filière CSR puisque nous avons augmenté nos capacités de fabrication et de production de combustibles solides de récupération de plus de 22% entre 2020 et 2021 pour atteindre donc cette capacité de 1 250 000 tonnes de fabrication de CSR en 2021. Le chiffre du dessous est assez éloquent parce que la consommation de CSR sur cette même année 2021 ne s'est élevée qu'à 420 000 tonnes. C'est-à-dire qu'il n'y a qu'un tiers seulement des CSR qui seraient susceptibles d'être produits qui trouvent des débouchés. Ça, ce décalage, cet écart entre cette capacité de production et la quantité réellement consommée de CSR, elle tient du fait qu'il y a une absence de débouchés en France. Si on regarde les débouchés, c'est le camembert qui se situe sur votre droite. Donc on a 74% qui est consommé par l'industrie cimentière, ça représente 310 000 tonnes. On a une unité en France qui consomme 19 000 tonnes, qui est une autre industrie que cimentier. Et on a 22%, donc plus de 90 000 tonnes, qui sont exportées en dehors de la France, toujours pour cette raison de manque de débouchés en France sur la filière CSR. Donc au niveau des enjeux, on se dit que c'est une filière sur laquelle nos industries y croient. On développe la capacité de production. Il y a encore des projets qui vont permettre d'augmenter encore cette capacité de production. On espère qu'il y a des unités de consommation qui vont se développer. Vous voyez bien encore le décalage entre la production réelle de CSR et sa consommation en France. À terme, ce sont 2,5 millions de tonnes de CSR qui doivent être consommées à l'échelle nationale pour participer à l'atteinte de l'objectif de la loi AGEC. Et si on veut réduire ce décalage entre la production et la consommation, eh bien, il faut soutenir absolument cette filière CSR. Un des modes de soutien, ça peut être le développement de la cogénération qui peut apporter des réponses locales à des problématiques énergétiques que l'on connaît tous aujourd'hui, je ne vais pas y revenir. Voilà, nous allons passer aux déchets organiques, donc l'autre composante de Valordec. Je vais aller très très rapidement si vous le permettez. Ce sont 30 millions de tonnes de déchets qui sont concernés par les déchets organiques. Ça se répartit essentiellement de la façon suivante. Déchets d'activité économique d'origine organique, 40%, ce qui représente 12 millions de tonnes. Les déchets verts, qu'ils soient issus du service public ou pas, qui représente 17% au total, 5,1 millions de tonnes. Les boues de stations d'épuration représentent 23%, 6,9 millions de tonnes. Et les biodéchets des ménages représentent 20%, soit 6 millions de tonnes. C'est là où on a un focus à avoir sur l'année sur les biodéchets. C'est-à-dire que les enjeux futurs portent essentiellement sur le développement de la méthanisation et la production de méthane. Dans le contexte énergétique, de crise énergétique que l'on connaît, évidemment, on voit tout le sens que cela peut avoir. Et il faut savoir que la valorisation de toute la fraction organique des déchets ménagers représente un potentiel de 22 terawatts énergétiques, donc ce qui est quand même colossal. À compter de 2024, l'obligation de collecter séparément les biodéchets au niveau des ménages va contribuer à l'atteinte de cet objectif. J'ai été très rapidement sur cette partie-là et on m'a demandé de bien vouloir représenter Louis de Reboul, ce que je fais avec grand plaisir, le président de la filière bois et palettes, donc pour vous exposer les quelques chiffres de la filière bois et palettes sur l'année 2020, les chiffres 2020, 2021 et les enjeux 2022. Alors, sur le bois hors palettes reconditionnées, il y a eu une très forte augmentation des tonnages collectés
en 2021, avec 7,1 millions de tonnes collectées en 2021, après une année 2020 qui était particulièrement basse. Ces 7,1 millions de tonnes sont collectées principalement au niveau du service public, donc en déchetterie, et également à hauteur de 16% au niveau des REP, donc les déchets d'équipements d'ameublement. Ces 7 millions de tonnes trouvent des débouchés pour l'ensemble de leur tonnage dans l'industrie panetière et également des débouchés en énergie. Donc c'est 62% de débouchés en industrie panetière, donc 32% en France et 25% d'industrie panetière à l'étranger. L'écart que vous pouvez constater entre les 7,1 millions de tonnes et les 6 millions de tonnes, ça ne correspond pas à des choses qui ne sont pas valorisées, ça correspond à des choses pour lesquelles les opérations de tri sur le bois collecté conduisent à l'élimination de cette fraction-là. Le chiffre d'affaires de la filière, il a été évidemment en augmentation sous l'effet combiné à la fois de l'augmentation des volumes et de l'augmentation des prix de vente, puisqu'il est passé de 192 millions en 2020 à 220 millions en 2021. Et le fait marquant sur l'année 2020, c'est qu'il n'y a plus ou quasiment pas de stock à l'échelle nationale et que nous allons entamer l'hiver 2022 avec un stock historiquement très très bas. Et alors, c'est lié à quoi? C'est lié évidemment à la pression sur la crise énergétique et également, il y a induit certains États qui étaient exportateurs de bois naturel à se recentrer sur leur marché domestique. Et de fait, il y a une pression très très importante sur le bois de récupération, ce qui explique qu'on est sur des demandes très très fortes en bois de récupération, puisque le bois, l'activité sylvicole, elle, a fortement baissé. Donc le fait marquant, c'est très peu de stock à l'échelle nationale sur 2022. Les perspectives 2023, elles sont aussi importantes à signaler. Il y a une pression due à la crise énergétique, on en a parlé. Il sera très important de renforcer et de développer les débouchés matières et de ne pas céder à la pression sur l'énergie pour que cette filière s'inscrive durablement et dans le temps et non pas subisse les aléas de la crise énergétique. Un petit focus très rapide, si vous le permettez, sur les palettes. Ce sont 123 millions de palettes qui ont été collectées, reconditionnées en 2021. Donc pareil, une année 2021 très très forte après une année 2020 qui était en baisse. Comment s'explique cette augmentation de la palette? C'est qu'il y a une tension sur le bois naturel, moins de palettes neuves qui sont produites et donc une hausse de la palette reconditionnée et un allongement du temps d'usage. La palette, c'est un maillon essentiel de la chaîne logistique et donc lié au développement de l'activité économique. On voit tout le sens que cela a eu. Quelques chiffres également pour terminer. 93% des palettes collectées sont reconditionnées et vendues aux utilisateurs consommateurs. 5% partent en valorisation matière et seulement 1% en valorisation énergétique. Donc une grosse demande sur la palette. Merci. Merci. Donc dans l'ordre, si j'ai bien vu, c'est Olivier Ponty qui reprend sur la partie déchets du bâtiment. Anne-Claire, je crois que c'est ça. Bien, bonjour. Le métier du bâtiment, je voudrais vous rappeler deux grandes particularités de cette filière. Premièrement, c'est sa dimension, puisqu'on parle entre 40 et 45 millions de tonnes. Et la deuxième chose, c'est qu'on parle aussi de matériaux qui regroupent tout ce qu'on vient de dire, et ce qui va encore se dire, puisque dans la filière bâtiment, on a à peu près toutes les filières, mais sales, c'est-à-dire soit avec des scotch, soit avec de la poussière. Et donc c'est ce qui fait la particularité de cette filière. En 2020, donc il y a eu le Covid. Le Covid, ça a fait quand même que les chantiers se sont arrêtés pendant 2 mois. Mais ça veut dire aussi qu'il y a eu un défaut d'instruction de permis de construire. En 2021, donc du coup, on a eu un peu moins de mise en chantier, ce qui fait que l'année a été difficile pour cela. Malgré tout, on est sur une hausse de 8% en volume des déchets collectés parce que on pouvait difficilement faire moins bien que 2 mois d'arrêt en 2020. À ça, comme pour tous mes collègues, sont venus s'ajouter la hausse des matières qui ont impacté les chantiers. Malgré tout aussi, le métier du bâtiment a continué à se développer, soit parce qu'il y a des grands projets comme les Jeux Olympiques de 2024, soit aussi au niveau, ça c'est pour les chantiers neufs, et une politique de toute façon de logement qui est toujours importante, mais aussi au niveau des démolitions de la NPRU,
qui fait qu'il y a une volonté de démolution ou de réhabilitation très lourde des bâtiments sociaux qui génèrent donc du coup beaucoup de déchets. À ce jour, il faut savoir qu'on parle de 40 à 45 millions de tonnes de déchets du bâtiment. Pour autant, ils ne sont pas tous collectés par les gestionnaires de déchets. Il faut faire attention à ça, puisque soit quand on parle de démolition, vous avez une grande part d'inertes qui font partie de ces déchets. Ensuite, soit il y a un réemploi sur site de ces déchets inertes, soit les démolisseurs eux-mêmes, et donc pas les gestionnaires de déchets, gèrent eux-mêmes ces déchets, soit il y a un enfouissement de ce qu'on appelle les ISDI, les installations de stockage de déchets inertes. Donc c'est pour ça que par rapport aux 40 à 45 millions de tonnes de déchets potentiels, de l'enjeu, les chiffres que l'on donne ne concernent que les déchets qui sont à aujourd'hui collectés. Et comme on a dit tout à l'heure en introduction, la REP va permettre d'avancer dans cette traçabilité et dans la gestion globale de ces déchets. Ce qui fait qu'à aujourd'hui, on estime à peu près à 39% du gisement global les déchets qui sont gérés par les gestionnaires de déchets. Dans ces déchets, donc, on a 74% de part d'inertes, donc ça fait à peu près 34 millions de tonnes de déchets, 25% de déchets non dangereux, non inertes, et 1% de déchets dangereux. Donc ça, c'est une conception générale, sachant que suivant si vous êtes sur un chantier neuf ou sur un chantier de démolition, bien sûr, la part d'inerte est complètement différente. Le gisement, donc, je vous parlais de 30 à 35 millions de gisements théoriques, en considérant le taux de captation qui est donc de 39-40%. Pour les inertes, on est sur 9 millions de tonnes de déchets inertes valorisés. Donc, comme vous êtes ici pour les chiffres, on parle souvent chez Federec de 1277 tours Eiffel qui sont recyclées. Ben moi, je vais vous parler d'un autre chiffre de 40 910 obélix de la Concorde. C'est l'équivalent pour les déchets inertes. Donc, ce sera une nouvelle référence qu'il ne faudra pas oublier. Il n'y aura pas que la Tour Eiffel, il y aura aussi l'obélisque de la Concorde. Le chiffre d'affaires, il est aux alentours de 2 milliards d'euros. Il a été en augmentation de 20%, parce que tout simplement, dans notre métier, on est très soumis à la TGAP, effectivement, et aussi à la réduction des centres d'enfouissement qui, du coup, pour continuer à amortir leurs équipements, montent leurs coûts. Et donc, on a structurellement une augmentation de coûts de traitement des déchets annuellement. Voilà pour rapidement pour 2021, parce que je voudrais vous parler de 2022 et de 2023. Donc les enjeux en 2022, on l'a dit plusieurs fois depuis ce matin, effectivement les cours, la situation internationale. Ça veut dire qu'il y a effectivement des programmes de construction qui ont été déplacés de 2022 vers 2023 potentiellement. Et il faut quand même prendre conscience que toutes ces augmentations de coûts dans le monde de la construction vont faire un problème à un moment, que peut-être le coût d'accès au logement va devenir difficile pour le particulier. Et donc une réflexion globale sur les ouvertures de chantier, puisque des programmes vont vraiment peut-être devoir s'arrêter ou être reconsidérés de fond en comble. Malgré tout, on espère, on a toujours les chantiers de 2024, la réhabilitation lourde, mais cette préoccupation est là. Pour 2023, bien sûr, la REP, qui sera quand même un changement de paradigme, et comme je dis, c'est une évolution et une révolution dans le fonctionnement de nos métiers, puisqu'il y aura une nouvelle organisation de notre filière, puisque les éco-organismes vont arriver entre les producteurs de déchets et les gestionnaires de déchets, qui fait qu'il y a un risque quand même pour notre métier, comme dans toutes les filières, de perte de la propriété de la matière, donc de chiffre d'affaires, donc de capacité d'investissement et d'embauche. Donc voilà, c'est pour ça que c'est quand même pas loin d'une petite révolution. Et comme on l'a vécu, par contre, pour le bois, il ne faut pas oublier qu'on parle de 40 à 45 millions de tonnes de déchets. Donc, c'est-à-dire qu'on va avoir des phénomènes nouveaux, parce que tout de suite, avec des grands nombres. Je vous rappelle que quand la filière DEA a été mise en place, à un moment, on a super trié du bois, mais donc, du coup, on ne savait plus quoi en faire. Et donc, on ne sait pas ce qui va se passer à la fin 2023. Peut-être qu'on va avoir trop de tonnes. Peut-être que, au contraire, les éco-organismes vont générer des tonnes pour les metteurs sur marché. Et on va avoir une demande beaucoup plus importante. Bref, 2023 pour le monde du bâtiment est une année de grande incertitude qu'on regarde avec un grand sourire, mais malgré tout de grande incertitude. Donc la REP, il y a quand même, Federec a créé l'école pour la formation. Je voudrais vous rappeler qu'il y a aussi la formation des diagnostiqueurs PEMD que Federec porte, puisqu'on a eu un titre reconnu nationalement par le RNCP, et ça veut dire que grâce à des diagnostiqueurs PEMD bien formés, nos entreprises sauront quels déchets ils auront à traiter et qui seront mieux identifiés. Donc ça, c'est quand même une grande victoire pour Federec et une grande reconnaissance
de la part de l'ensemble de la profession, de notre implication dans l'évolution de notre métier. Et la troisième chose pour conclure, ne l'oublions pas, c'est le réemploi, puisque dans le cadre de la REP, même si le réemploi n'est pas un déchet, puisque par définition c'est un matériau qui doit être réemployé, moi je me permets d'insister là-dessus parce que déjà dans les cahiers des charges des éco-organismes, ils ont des obligations de réemploi et qu'on va nous demander, nous, gestionnaires de déchets, de gérer sur nos sites. Et en plus, il se trouve que le réemploi, autant les REP, tous ces mots, MPIR, c'est difficilement compréhensible par les citoyens. Autant le réemploi, on s'en rend compte tous autour de nous, c'est compréhensible par le citoyen et il s'en empare. Et donc je pense que ça serait dommage de passer à côté et on doit porter ce message du réemploi, même s'il n'est pas un déchet. Je vous remercie. Alors, on arrive sur le verre, donc j'aurais représenté un peu au pied levé et rapidement Sylvain Orkobi qui peut pas être présent parmi nous ce matin. Donc, le marché du verre, deux grands marchés. Le marché du verre creux avec le gros volume, 2,28 millions de tonnes, donc l'emballage principalement, et le verre plat, 240 000 tonnes. Donc, vous voyez le petit poussé, donc, a une composition chimique légèrement différente entre le verre plat et le verre creux. Et donc voilà, la répartition entre le verre ménager qui est principalement du verre creux et le verre industriel qui est principalement du verre plat. Voilà, donc une année globalement stable sur le verre d'emballage. Il y a eu la crise Covid où il y a une forte consommation de vin liée au confinement et donc un petit recul en 2021. Voilà, on a tous vécu ça plus ou moins individuellement. Et voilà, et fait intéressant, donc c'est cette répartition du verre industriel, donc avec la plus grande partie qui sont des sites de production issus des verriers. Ensuite, on a les pare-brises, donc le 19% c'est les pare-brises issus des centres VHU, et le petit pousset qui sont les menuiseries issues des déchets de la construction, donc petit pousset qui devrait grandir, si on a bien compris, avec le dynamisme de la REP PMCB. Voilà, en termes de chiffre d'affaires, on est sur un niveau assez stable. On est principalement en prestations. Donc voilà, on voit un niveau autour de 130 millions d'euros. Voilà. Et sur les enjeux 2022, donc il y a, je fais un petit peu le point ce matin avec notre président de filière. Donc il y a des enjeux sur la qualité des matières. Donc on se trouve qu'il y a un peu de plastique qui arrive dans les bornes à verre et aussi des cartouches de peroxyde d'azote. Voilà, donc il y a consommation d'alcool et puis on a les cartouches qui nous arrivent avec. Donc voilà, c'est un petit sujet que doivent gérer les acteurs. Et puis un petit sujet aussi, les conséquences de la crise ukrainienne, puisqu'on avait une production de verre importante donc en Europe de l'Est et du coup une certaine tension sur la demande de calcin en Europe de l'Ouest, puisque donc arrête cette usine. Et puis un deuxième phénomène qui est l'arrêt d'un four verrier, voilà, en fonction des coûts de l'énergie. Donc ça, c'est la fin d'année 2022, forcément, donc qui perturbe un peu la filière verre. Et sur la filière de l'année 2023, voilà, comme on a dit, le dynamisme sur le verre plat qu'on attend sur cette REP déchets du bâtiment, avec le défi aussi de la qualité, puisque pour aller en four verrier, il faut une qualité quasi parfaite, et ça sera certainement un des débats majeurs. Et puis on a la REP CHR, donc café, hôtel, restaurant qui nous arrive. Et puis voilà, j'ai fait le tour du sujet. Voilà, donc on va passer la parole à Jean-Sébastien, puis on arrive quasiment au bout un peu de nos interventions. Ensuite, le président fera la conclusion. On laissera un petit échange avec les parlementaires. Mais donc voilà, Jean-Sébastien qui nous arrive de l'Est. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Avant de parler de chiffres, j'aimerais vous présenter notre filière parce qu'elle est un peu moins connue que les autres filières de Fédérec. Donc on est la seule filière Fédérec qui traite des déchets dangereux. Traitons exclusivement les solvants de nettoyage. Donc les déchets sont issus de toutes les industries qui utilisent des solvants pour le nettoyage de process. Donc c'est les industries de la peinture, des encres, des cols. Nous n'avons pas du tout de clients particuliers. Nous travaillons qu'avec des industries ou des carrosseries. Nous recyclons par distillation. Les solvants sont recyclables ad vitam aeternam en boucle. Nous collectons chez les clients, nous distillons et nous rendons un solvant de nettoyage chez les mêmes clients ou chez d'autres clients. Donc Fédérec avait commandé une étude sur l'empreinte carbone de notre secteur d'activité. En passant par des sociétés comme nous, l'empreinte carbone est à peu près divisée par 3 par rapport à l'achat d'un produit neuf et sa destruction par la suite. Il faut aussi savoir que nos activités permettent d'économiser des matières premières épuisables puisque la majorité des solvants sont issus du pétrole. Voilà. En termes de chiffres, donc, on est une petite filière puisqu'on traite 162 000 tonnes en 2021 et on a une petite baisse d'activité due à une désindustrialisation de la France, mais aussi une baisse des activités des industries. Le rendement de recyclage chez nous, c'est à peu près de 73%. Déchets étant la souillure dans les solvants de nettoyage. Le chiffre d'affaires a un tout petit peu augmenté en 2021 malgré la baisse des tonnages. C'est dû à une augmentation des matières premières. 2022, jusqu'en septembre, l'activité était bonne. Il faut savoir qu'à partir d'octobre, on a beaucoup de clients qui ont recours au chômage partiel.
des grosses industries. Il y a une baisse d'activité chez nos clients. Pour 2023, si on suit le rythme de 2022, ça ne sera pas une bonne année du tout. Ce qu'il faudrait pour notre activité, c'est que les matières premières restent assez hautes, parce qu'on est sur un secteur d'activité où les obligations législatives et les investissements sont importants. Et pour financer tout ça, il faut qu'on ait des matières premières assez hautes qui permettent de valoriser les solvants recyclés. Voilà. Merci Jean-Sébastien. Donc, le bois, ça a été fait. Et je crois qu'on doit terminer par la filière textile. Voilà, tout à fait. Donc, notre ami Pierre Duponchel. Donc, une filière textile sur les feux de la rampe, hein, puisque donc là encore, l'arrivée des REP. Mais pour le coup, une très bonne collaboration hein, avec l'éco-organisme, il faut le souligner. Alors, bon, je pense que Pierre, je laisserai témoigner de son vécu de tout ça. Bonjour. Pierre Duponchel, Fédérec Textile. Alors, textile, c'est la plus petite, hein, vous avez vu, 6% des tonnages, à peine 2% du chiffre d'affaires de Fédérec, et puis, mais quand même, 3000 emplois, et on en est fiers. Voilà, donc une filière qui est une petite filière, mais qui fait son chemin. Sur les années précédentes, vous voyez, on a quand même progressé, parce qu'on est passé de 175 000 tonnes à 244 000 tonnes collectées, et de 150 000 tonnes à 191 000 tonnes trier. Et ça vient de l'impact de la mise en place de la REP. Et on aurait pu faire mieux. On aurait pu faire mieux, pourquoi ? Parce que les metteurs sur le marché, dans les premières périodes de la REP, ont passé quand même beaucoup de temps à minimiser et à dire il faut qu'on verse le moins possible. Donc on a eu un soutien de 65 € la tonne pendant plusieurs années. Il a fallu le Covid et puis faire la preuve que le coût net du tri était bien au-delà des 65 € la tonne pour obtenir enfin à peu près 115 à 120 € la tonne. 120 € la tonne, vous le savez, c'est pas grand-chose. Hein. Si on n'était pas là, le textile irait en décharge et il coûterait beaucoup plus cher que 120 € la tonne. Vous payez la contribution, hein, comme dans toutes les filières, c'est bien les citoyens qui les payent. Eh bien, vous payez combien, à votre avis ? Eh bien, pas plus que 1 centime d'euro par vêtement neuf acheté. Un impact de simplement 1 centime d'euro, voire un tout petit peu plus, c'est-à-dire vraiment pas cher pour pouvoir préserver cette filière et ses 3000 emplois. Donc, on aurait pu faire mieux. On espère qu'on fera mieux, on verra après, puisqu'on est en renégociation de la REP actuellement. Sur la deuxième slide, on a d'où viennent essentiellement les collectes. On voit qu'avec tout ce qui s'est développé récemment, ça vient essentiellement, bien sûr c'est des points d'apport volontaires, mais que dans ces points d'apport volontaires, la grande majorité, ce sont les conteneurs qui sont déposés sur la voie publique ou ailleurs. Et quand on se pose la question de développer la collecte, dans le projet de cahier des charges, il est imaginé de financer le développement de la collecte. Pour nous, ça n'a absolument aucun intérêt, puisque le problème n'est pas de développer la collecte en France, le problème est de développer la capacité de tri. On a déjà 50 000 tonnes de retard en capacité de tri, et il suffit de développer la capacité de tri pour que la capacité de collecte suive. Et donc ça, c'est avec les collectivités, à mon avis, on doit pouvoir, si on passait de 45 000 points d'apport volontaire à 60 000 ou 65 000 points d'apport volontaire, eh bien on atteindrait les objectifs espérés par le gouvernement autour de 400 000 ou voire plus tonnes collectées. Mais il faut les trier, parce que les collecter pour ne pas savoir quoi en faire n'a pas beaucoup d'intérêt. D'autant qu'on peut encore aujourd'hui les exporter à la grande exportation, mais qu'avec les réglementations qui se mettent en place, bientôt ce ne sera plus possible. Donc à quoi sert de collecter si on ne trie pas ? Donc l'important, c'est pour la future REP, d'obtenir de la part et de l'éco-organisme et des pouvoirs publics les moyens adéquats pour, la collecte, on va dire, je l'ai dit, on n'est pas demandeur d'un soutien à la collecte, on est demandeur d'un soutien au tri, mais qui soit suffisant. On est une filière très transparente, on donne énormément de chiffres et on a établi un soutien pérennité et également des soutiens qui permettront de développer les centres de tri, de développer la filière pour aller jusqu'à 100 000 tonnes de tri supplémentaires. Donc voilà, je ne vais pas vous embarrasser de chiffres, vous en avez eu beaucoup. Vous avez eu les enjeux 2022, c'est les mêmes que les perspectives 2023. On mettra en place la REP. On espère, on ne sait pas encore, quelle sera la hauteur de ce que la filière pense qu'elle doit être, qu'ils doivent être. C'est vrai, c'est un peu une spécificité au niveau des REP. Autant les 2 premières périodes ont été très compliquées avec l'éco-organisme, tant sur la base du travail qui est fait cette année, il y a quand même un accord cadre qui a été rédigé et adopté entre l'éco-organisme et l'ensemble des opérateurs de la filière, essentiellement les opérateurs de tri, pour faire une proposition au gouvernement pour le futur cahier des charges. Voilà, j'en dis pas plus. C'est une belle filière, elle a de l'avenir, on va y arriver. Voilà. Merci Pierre de ta précision, de ta concision, on apprécie.
Et voilà, donc maintenant, le président à la manœuvre. Voilà, j'aimerais bien, avant de conclure, un petit échange avec Marta de Cidrac, donc, qui est la sénatrice, rapportrice de la loi AGEC, qui nous suit depuis longtemps et que je remercie de sa bonne écoute, qui est devenue une bonne spécialiste de nos sujets. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Chères toutes, chers tous. Moi, je suis très heureuse d'être à vos côtés ce matin puisqu'on a vu à la fois la spécificité de chacune des filières, Monsieur le Président, mais aussi un certain nombre de chiffres qui, en fait, sont très parlants. On voit à quel point le recyclage est aujourd'hui un enjeu véritable, à la fois un enjeu évidemment écologique. C'était le sens même de la loi que nous avons portée au Parlement avec mes collègues que je souhaite saluer, ici présents, les députés que vous avez cités tout à l'heure dans vos propos liminaires, mais également économique. Ce n'est pas pour rien, je pense, Monsieur le Président, que nous sommes ce matin réunis à Bercy, et je crois que c'est une très bonne connexion. C'est vraiment une très belle et très bonne connexion parce que je ne serai pas très longue, mais je voudrais partager avec vous une réflexion que j'ai partagée tout à l'heure dans les couloirs à l'issue de notre première séquence ce matin de 9h à 10h. C'est qu'aujourd'hui, si on regarde la position de la France sur le sujet du commerce, tout simplement, le déficit commercial dans lequel se trouve aujourd'hui notre pays, on voit en réalité que nous sommes un territoire, je parle de la France, mais on pourrait avoir le même discours vis-à-vis de l'Europe en termes de périmètre, qui sommes un territoire dans lequel nous importons beaucoup de matières. Évidemment, il y a le volet énergétique qui pèse très lourdement dans les chiffres, mais cela veut dire aussi que nous avons beaucoup de matières qui arrivent sur notre territoire. Et donc, il va falloir de plus en plus trouver des exutoires et trouver aussi des possibilités de retraitement et donc de recyclage également, au-delà évidemment de tous les sujets que, selon les filières, vous avez développés les uns et les autres, que ce soit du réemploi, la réutilisation, etc. On ne va pas développer tout cela. Mais je pense qu'il faut que nous ayons cela en tête. Et pour nous, parlementaires, c'est un véritable enjeu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous avons un modèle aujourd'hui en France qui va nous pousser de plus en plus à développer ce que vous portez aujourd'hui à travers vos différentes filières sur le territoire national. Et je pense que ça mérite qu'on s'y attache et qu'on le porte durablement et avec cela comme impact sur notre économie. Et évidemment, la vertu écologique sous-jacente de cet aspect-là. Il y a aussi un autre point que je voulais partager avec vous ce matin, vous l'avez d'ailleurs évoqué un petit peu les uns et les autres, il faut qu'on s'interroge aussi sur l'échelle de nos unités de recyclage. Faut-il les déployer largement dans tous nos territoires, des petites unités, donc des petites entreprises, de grandes entreprises? Je pense que chaque territoire doit avoir la capacité, en tant que sénatrice, je ne peux pas tenir un autre discours, d'avoir la meilleure réponse qui le concerne. Donc je crois que l'aspect échelle, en réalité, est fondamental également. Et puis, il y a bien évidemment tout ce que l'on a abordé et que j'ai déjà pu échanger avec certains d'entre vous, c'est l'articulation entre les différentes parties prenantes, puisque lorsqu'on parle de filière REP, cela suppose un certain nombre, un cadre très particulier, des acteurs différents, différenciés. Je pense évidemment aux éco-organismes que nous avons évoqués également. Donc, cela mérite de nouveau que l'on se réinterroge ensemble pour trouver la meilleure adaptation à ce que vous faites, que sont vos métiers, et aux objectifs et aux enjeux que nous avons aujourd'hui à relever, qu'ils soient économiques ou qu'ils soient de toute façon écologiques. Donc je pense qu'on a encore du chemin à faire ensemble, on a encore du travail à faire ensemble, et c'est pour ça, moi, je vous remercie de votre invitation. C'est important que l'on se rencontre, que l'on se parle, que l'on continue à tisser ce lien, parce que très simplement, là, on sort du Parlement, enfin, du Sénat, ça va arriver chez mes collègues députés, du texte de loi énergie renouvelable, vous voyez, un sujet éminemment environnemental également, mais économique aussi. Et modestement, en commission, j'ai proposé un amendement qui a été adopté, qui était celui de créer en fait une REP ou un système équivalent, en fait, en tout cas d'ouvrir le débat sur ce que doit être aussi le traitement de nos éoliennes, puisqu'on sait que là, on arrive en fin de vie des premières générations, mais dès lors que l'on a la vocation et l'ambition de développer une énergie de manière très, très forte, va se poser de nouveau la question aussi pour cet outil énergétique de sa fin de vie. Voilà, donc tout ça pour vous dire que les réflexions sont en cours.
On n'est qu'au début d'un très très long chemin, je pense, Monsieur le Président, et je pense que vous en êtes des acteurs éminemment importants. Je crois que l'industrie du recyclage aujourd'hui en France doit, et moi c'est ce que je dis, d'ailleurs le ministre Lescure l'a dit également dans ses propos liminaires, nous vous devons un minimum de soutien. Et quand je dis un minimum, je mets des guillemets, mais en tout cas beaucoup d'intérêt. Il faut absolument que vous soyez accompagnés par les pouvoirs publics. Donc comptez sur mon engagement, sur l'intérêt que je porte à votre activité. Et bien évidemment, je reste à votre disposition pour de futurs échanges et peut-être pour de futurs textes législatifs. Qui sait? Les normes en France, vous savez, on n'en est pas sorti. Mais on va faire en sorte qu'elles soient le plus simples possible. Merci, Monsieur le Président. Merci beaucoup. On ne peut que remercier les parlementaires et Marta de Cidrac du bon suivi et de la bonne écoute de notre métier, qui est un métier industriel. L'économie circulaire, ce n'est pas un sujet mineur de notre civilisation aujourd'hui. Vous avez vu, pour revenir sur les chiffres, en quelques mots, on a choisi une nouvelle formule, un peu plus moderne, dans un lieu symbolique qui est celui de l'économie, un fil qui guide la vie de nos entreprises et qui doit guider nos perspectives. Donc l'année, elle a été exceptionnelle. C'est la première fois qu'on dépasse les 10 milliards d'euros de chiffre d'affaires. C'est extravagant. C'est quand même quelque chose, quand je suis rentré dans le métier, que j'aurais jamais imaginé dire un jour que la profession représente 10 milliards d'euros. Voilà, on voit l'impact colossal qu'a eu la hausse des prix dans certains secteurs. J'allais dire, même si l'année, elle a commencé comme ça, elle s'est finie pour certaines filières de façon un tout petit peu délicate. Et moi, j'en tire cette conclusion, qui pourrait être celle d'un éditorialiste, c'est qu'on est vite en haut dans ce métier-là et on est vite en bas. Il y a une chose qui est certaine, c'est qu'il faut toujours avoir la volonté d'investir, toujours la volonté de s'adapter le plus rapidement possible, et c'est une constante de notre métier. C'est-à-dire, les cours montent, eh bien, les paramètres prioritaires changent, les cours s'effondrent, les paramètres prioritaires rechangent. On a quand même, au milieu de tout ça, on a quand même une certitude, c'est que la France a besoin de nous, a besoin d'une industrie du recyclage et de l'environnement et de l'économie circulaire forte, parce qu'on parlait de l'indépendance énergétique, l'indépendance économique, la réindustrialisation, mais aujourd'hui, nous, on fait partie des secteurs où, j'allais dire, on a une souveraineté industrielle affirmée, puisqu'on exporte, on importe ce qui est nécessaire, mais tout le restant, c'est bien produit en France. Donc je voudrais que, voilà, dans nos échanges, dans notre futur de celui de l'année 2023, bien, ça soit bien la ligne de conduite. On forme, pas pour former, on forme pour travailler. On investit pour produire des matières premières issues du recyclage qui doivent trouver leur place sur des marchés et à des bons prix et à des bonnes marges, puisqu'on est une activité économique et on n'est pas une activité intellectuelle. Voilà, je crois qu'on va conclure comme ça. Mesdames et messieurs, je remercie. Je rappelle qu'on est dans un métier fantastique puisque j'aperçois le visage souriant de Pascale Geneviève, qui a été longtemps une des figures du papier carton. Voilà, je voulais remercier Anne-Claire Becher et Alain Tripier qui ont fait les chiffres, toute l'équipe de Fédérec et de la communication. Les questions des médias. Mesdames et messieurs, les médias, je suis désolé, j'allais un peu vite en besogne. Mon ami Olivier Guichardaz, j'attends votre question. Vous avez parlé d'un projet d'école, vous pouvez en dire un peu plus ? Alors, l'École nationale du recyclage et de la ressource est portée par la commission sociale de Serge Ponton avec Hélène Van West, donc, qui va voir le jour à l'homme. Donc, on a passé toutes les étapes des agréments. Nous avons un soutien de la région Hauts-de-France et qui va voir, donc la première antenne va voir le jour à l'homme afin de former des collaborateurs d'un haut niveau et de reformer des collaborateurs d'un haut niveau pour accompagner nos entreprises. Ensuite, on va la décliner dans d'autres régions de France. De nombreux présidents de région sont très intéressés, puisqu'on est prêt, on l'a décliner partout en France, puisque le recyclage, c'est le bilan carbone. Nous favorisons la décarbonation de nos activités. Et donc, moins on déplacera pour former, mieux on formera. Ça sera une formation à quel métier ? Et vous envisagez de former combien de personnes la première année et les années suivantes ? Alors, pour être totalement précis, je ne vais pas l'être. Par contre, Hélène. Alors, effectivement, c'est une école qui va former à la fois des demandeurs d'emploi, des alternants, des salariés, de la formation initiale. Donc, on est vraiment sur tout type de formation au niveau de cette école. Et à la fois l'opérateur de tri, en passant par toutes les fonctions, effectivement, de l'entreprise, jusqu'au responsable d'exploitation. Donc, on est effectivement en train de recenser le besoin des entreprises actuellement
Et l'idée, c'est ensuite de créer des cahiers des charges, de référencer un certain nombre d'offres de formation dans le cadre de cette école. Pour cela, on s'appuie effectivement sur un partenariat avec l'AFPA, puisque l'AFPA, c'est 300 villages à peu près en France qui pourront également nous accueillir et offrir vraiment des formations en proximité. Nous allons nous appuyer sur l'offre de formation existante, puisqu'aujourd'hui, effectivement, on a déjà des organismes de formation partenaires et il n'est pas question de repartir à zéro, mais on va également construire une nouvelle offre de formation. Et dans ce cadre-là, on a répondu à l'appel à manifestation d'intérêt métiers et compétences d'avenir, dossier déposé en juillet 2022. Et on a bon espoir, effectivement, d'obtenir des fonds pour créer de nouvelles ingénieries, à la fois des certifications, mais également une offre autour de plateaux techniques, de réalité virtuelle, etc. Donc c'est une offre extrêmement complète. On pense pouvoir commencer les premières formations début 2023. Et à disposition lors du cocktail, si vous voulez plus d'informations, avec Serge Ponton, effectivement, qui suit le dossier au niveau de la présidence de la commission sociale. Là-dessus, on a un objectif de 16 000 nouveaux collaborateurs. Voilà, on a des objectifs extrêmement ambitieux. Vous savez qu'à Fédérec, on a un club des partenaires assez dynamique dans l'idée de soigner l'écosystème, d'ailleurs j'en vois quelques-uns autour de nous, de soigner l'écosystème de notre profession. On les a réunis tous, du fournisseur informatique jusqu'au fournisseur de matériel de tri, en passant par le marchand de pelle. Ils ont tous validé à notre École nationale du recyclage qui additionne des formations pratico-pratiques à des formations théoriques d'un haut niveau. Je vais me faire le porte-voix des médias qui sont à distance et je pose la question donc de leur part suivante. Comment Fédérec et les syndicats de branche se préparent avec la création des nouvelles REP ASL, jouets, jardinage et bricolage et PMCB? Voilà, est-ce qu'il y a des travaux de réflexion? Quel type d'investissement? Comment ça se passe? Qu'est-ce que vous envisagez pour améliorer la collecte de ces nouveaux gisements et l'éco-conception en vue d'un meilleur recyclage? Le réemploi, autant de questions qui vont avec. Alors, le sujet va être vaste. Il y a tout le travail qui est fait au sein du CSF avec nos collègues. Il y a tout le travail sur l'incorporation et la recyclabilité afin de trouver des débouchés. Le travail de Fédérec, il consiste en amont à éviter quelques contextes compliqués qui ne permettraient pas l'application de la REP dans nos entreprises. Mais ça vaut pour ces modèles-là comme sur des REP qui concernent beaucoup plus de volume. Donc, on multiplie les échanges avec les législateurs, on échange aussi avec les éco-organismes afin que les mises à disposition, plutôt l'application de la loi, elle soit compatible avec les actions des entreprises. Jusqu'à présent, on n'y est pas trop mal arrivé, on espère que ça va continuer. Tiens aussi le soutien des collectivités qui participent fortement avec toutes les collectes en déchetterie, et plus on multiplie les REP, plus on multiplie les besoins des collectivités à investir pour pouvoir accueillir séparément tous ces... J'ai encore une autre question. Comment vont coexister la REP VHU et la future REP VHU européenne? Alors, nous avons la chance d'avoir le président d'Euric dans la salle. Merci Président. Je vais tenter une réponse parce qu'en fait, évidemment, on n'a pas tous les éléments pour répondre puisque le texte définitif de la refonte de la directive VHU au niveau européen n'est pas encore connu. On connaît un certain nombre de positions que la Commission européenne a déjà diffusées, en particulier sur l'incorporation de plastique recyclé dans les véhicules neufs, ce qui va dans le sens vraiment de la politique de la profession. Et quand je parle d'incorporation, c'est des obligations d'incorporation de plastique recyclé dans les véhicules neufs. Donc là, on a vraiment, on sent que du côté de la Commission européenne, certains de nos messages sont bien passés. Là, en revanche, où on n'a pas d'infos pour le moment, c'est justement quelle est la vision de la Commission européenne en détail sur le montage, l'organisation de REP sur les VHU, ou plutôt ce qu'on a comme information serait en effet contradictoire par rapport au décret VHU qui est en cours de publication, puisqu'on a pour le moment un document, mais qui n'est pas encore publié au journal officiel. Je crois qu'on l'attendait pour hier, mais finalement, il n'a pas encore été publié au journal officiel. Donc là, oui, il est possible qu'il y ait un télescopage entre le mode d'organisation que l'administration française a préparé, qui est un copier-coller assez classique de ce que nous connaissons, de la REP à la française, n'est-ce pas, depuis 30 ans, depuis la création d'éco-emballage en 1992. Je ne vais pas refaire l'histoire, mais on la connaît bien. Et ce que l'Europe veut mettre en place, qui est une élaboration un peu plus ouverte sur précisément la prise en compte du métier du recyclage et qui nous irait bien.
Donc c'est en effet problématique parce que ce document de la Commission européenne, on devrait l'avoir pour février-mars, là, qui vient, 2023. Et on a très clairement un télescopage entre l'initiative franco-française et la refonte européenne qui va poser beaucoup de problèmes à l'ensemble de la filière. On le dit déjà depuis 2 ans. Nous avons fait un courrier commun entre la Fédérec et les constructeurs automobiles et les importateurs automobiles. C'est très rare. On a quand même rarement eu des courriers en commun pour attirer l'attention de la DGPR sur ce problème que posait le télescopage de ces 2 événements. Malheureusement, la réponse de la DGPR a été de dire je m'en fiche, quoi. Voilà. Donc au moins, ils nous ont répondu, mais malheureusement, on n'a pas été entendu. Voilà. Il semblerait raisonnable d'attendre que la Commission européenne, j'allais dire, ponde une directive, mais ne pond pas des directives. Mais ça serait bien d'attendre que la Commission européenne fasse son travail pour voir l'application qu'on fait en droit français et non de partir sur une solution précipitée. Oui, ça fait 2 ans qu'on enjoint l'administration française d'attendre ce texte européen qui sera peut-être pas d'ailleurs une directive, mais une réglementation, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas d'adaptation à un système législatif national. Il faudra vraiment se conformer à ce texte. Et la réponse, pour finir, c'est ici, on est à Paris. Donc en fait, c'est nous qui avons imaginé. Une petite sur l'énergie. Est-ce que l'activité des recycleurs est impactée, j'aime pas trop le terme, mais impactée par la hausse des coûts de l'énergie? Et puis en aval, le déchet comme source d'énergie. Vous n'en avez pas trop parlé, mais bon. Non, avec la j'avais crise prévu de actuelle, faire ma conclusion comme ça tout à l'heure, mais je l'ai oublié. Non, en fait, si vous voulez, votre question, elle est pleine de bon sens. On est impacté, comme toutes les autres entreprises de France. À un détail près, c'est qu'on n'a pas eu le soutien sur le transport privé. On l'a réclamé et c'est quand même, vous savez, nous, dans notre métier, on fait peu de transport public, on en fait un peu. Mais du moment où on prend la benne et la propriété de la matière, on fait du transport privé. Le transport privé n'a pas été soutenu. C'est extrêmement dommageable parce que c'est vraiment une perte sèche pour les entreprises. C'est des coûts qui explosent, c'est des factures qui vont exploser pour nos clients ou fournisseurs. Et c'est extrêmement dommageable. L'autre chose, c'est qu'une partie de la profession, avait anticipé, notamment avec l'achat de véhicules propres. Alors, c'est plutôt des camions gaz que des camions électriques, et vous avez vu le coût du gaz. L'entrepreneur que je suis fait partie des victimes de l'anticipation des ZFE. Puisque, vous savez qu'en Haute-Savoie, on a les plus belles montagnes du monde. Après, Madame Boyer, députée des Hautes-Alpes, est partie, mais vous savez qu'on a les plus belles montagnes du monde et qu'en dessous, on a des lacs qui sont aussi les plus beaux du monde et qu'on a pas mal de ZFE. On a un contexte environnemental qui est à préserver de façon importante du point de vue des rejets des routes dans les lacs. Et donc, voilà, le coût du gaz fait que ces camions-là, ils sont totalement obsolètes alors qu'ils sont totalement neufs parce que le coût de l'énergie fait qu'on aimerait quand même être soutenu, la profession dans son ensemble, et particulièrement, il y a beaucoup de choses qui ont été mises en place pour les PME, on s'en félicite, mais ça devrait concerner toutes les entreprises, les ETI et les grandes entreprises. Et donc, sur la deuxième partie de votre question, nous, ça fait longtemps qu'on a constaté l'énergie qu'il y avait dans nos déchets. Déchets qui nous sont confiés, on en fait de la matière, et toute la partie portée par Jean-Pierre Letinger au sein de Valordec est concernée. Le bois est concerné. Donc, on pense plus que jamais qu'il faut redoubler d'énergie, c'est le cas de le dire, pour faire émerger des filières de CSR. Tout au moins, y compris dans les outils existants. C'est-à-dire, aujourd'hui, le CSR, il n'y a pas de mâche-fer, il n'y a pas de métal dedans, il n'y a pas de fine, il n'y a pas de... Voilà, il n'y a que de l'énergie. Donc, c'est quand même ridicule de parler toute la journée d'indépendance énergétique, de souveraineté énergétique, ce qui est notre volonté, de satisfaction du besoin national, et quand le besoin national est pauvre. Les chiffres qui ont été présentés par Valordec sont quand même assez édifiants, quoi. La cimenterie représente la majeure partie du sujet, c'est 4%, l'exportation, le restant, il reste 4% sur le besoin national, quand même. Là, vous voyez, quand on parle de nos métiers, il y a quand même une chose qu'il faut toujours garder en perspective. Quelles sont les possibilités de filières nationales ? Si on ne fait pas émerger des filières nationales petites, grosses, moyennes, on n'est pas obligé d'avoir que des gros trucs. On n'est pas obligé d'avoir que des grosses usines. C'est très compliqué, des grosses usines. Des gens qui vont mettre 50 ou 60 millions d'euros, 100, 200, 300, c'est quand même plus compliqué que quelqu'un qui va faire une chaudière, une collectivité qui va faire une chaudière à CSR pour chauffer une piscine. Non, mais je pense qu'il faut revoir les normes. Moi, je ne suis pas le spécialiste là-dessus, mais il y a une hiérarchisation dans les déchets. C'est le réemploi. 2, le recyclage. 3, la consommation énergétique. Alors, ça vaut pour le sujet qui a été exprimé par le ministre. Je ne veux pas revenir dessus, puisqu'on a échangé longuement sur ce sujet, sur les plastiques bas de gamme. Et on souhaite que ça concerne que les plastiques bas de gamme. Tant que c'est une ressource qui est réutilisable pour faire d'autres choses, il faut continuer à utiliser cette matière-là qui a été produite bien souvent
extraite ailleurs dans le monde, ça vaut le cas pour les énergies fossiles, mais qui vient en tant que produit sur nos marchés. Et ces produits-là, ces matières-là, grâce aux acteurs de Fédérec, on en fait de la matière, on en fait de la ressource. Satisfaction du besoin national, exportation, émergence de filières. On manque de filières sur l'énergie. Mais ça vaut pour l'électricité. On s'est rendu compte finalement qu'on est un pays qui manque de filières sur l'indépendance énergétique de la France. Oui, bonjour. Pour Matières Premières Énergie Média, en fait, j'ai une question justement en parlant d'énergie. Ça fait assez longtemps que je me demande pourquoi il n'y a pas une filière chez Fédérec pour le recyclage des déchets nucléaires. Parce qu'en fait, c'est réellement un sujet énergie. On a actuellement en France, si les déchets nucléaires sont recyclés, enfin le MOX c'est beaucoup, pour 220 000 ans de réponse à la demande française d'énergie. C'est un excellent investissement. Je pense vraiment que, enfin, je dis ça très sérieusement, parce qu'il y a certainement des accords il y a des petites entreprises qui travaillent dans le traitement des déchets nucléaires avec les centres de Tricastin et de La Hague. C'est pas des blagues, hein. Il y a quelques dizaines d'entreprises qui bossent là-dessus. Et il y a également, effectivement, peut-être quelque chose à tenter avec les concepteurs du programme Astrid qui repartira, je crois, c'est évident, le CEA travaille dessus. Et c'est du recyclage. Parlez-en avec Valérie Faudon, la déléguée générale de la SFEN, la Société française d'énergie nucléaire. Je pense qu'elle serait intéressée. D'ailleurs, elle m'avait consulté une fois là-dessus pour justement parler recyclage. Alors, je connais plutôt bien le sujet. En fait, à Fédérec, on en apprend tous les jours. Je connais plutôt bien le sujet sur les INB, les installations nucléaires de base, le recyclage. Et je pense qu'il y a pas mal d'entreprises qui sont membres de Fédérec qui en font. Je connais mal le sujet sur les déchets nucléaires. Donc ça, c'est une question d'avenir pour Manuel Burnand, qui va dès demain matin se mettre sur ce sujet-là. Christophe, ma réponse sera aussi courte que tu viens de l'entendre. Mais c'est une bonne idée. Écoutez, chers amis, je vous remercie. Je vois que l'ordre du jour étant épuisé, les questions étant épuisées, le personnel de Fédérec toujours dynamique, mais le président épuisé, je vous invite au verre de l'amitié. Et mes remerciements pour les gens, si Bruno nous entend, remerciements à Bruno Le Maire de nous avoir prêté cette magnifique salle. On est allé au Sénat, on est allé à Bercy, le coup d'après, c'est Matignon.